C'est bon. Donc, j'ai installé la toute dernière version du coup du logiciel XCS, la 2.0.117, qui a pas mal de fonctionnalités en fait nouvelles et qui prend en charge en fait les nouvelles machines. Donc, au démarrage de l'application, on a cette interface qui arrive. On a la possibilité de se connecter ici et de créer un compte qui n'est pas le même que le compte Xtool commercial, je dirais, au niveau de la boutique. Donc là, c'est plus un compte créatif qu'on va pouvoir créer ici et qui va permettre après de pouvoir accumuler des points qu'on va pouvoir dépenser dans l'intelligence artificielle pour pouvoir demander un coup de main sur la réalisation voilà, de nouvelles créations et en même temps partager ces créations pour pouvoir récupérer justement des points. Donc voilà, c'est la démarche d'Xtool pour permettre de pouvoir dynamiser un peu la communauté et puis de mettre en avant aussi l'intelligence artificielle dans le cadre de la création de projets. Donc cette interface-là, en fait, on a cette page d'accueil. Vous me dites hein, si jamais il y a des questions ou autres. Donc on a la page d'accueil qui arrive ici. On a cette petite maison. On va pouvoir créer des nouveaux projets avec le petit plus ici. En ouvrir qui sont déjà existants, donc qui ont déjà été enregistrés. Et puis on va retrouver nos nouveaux projets qui sont là, plus quelques idées en fait de réalisation qu'on peut aller récupérer justement de la part de partage de certains membres. Donc sur des produits gratuits, des fichiers gratuits ou des fichiers même payants. Donc voilà l'interface. On va aller directement créer un nouveau projet. Donc, dès qu'on crée un nouveau projet ici, on va commencer à pouvoir savoir quel est le graveur en fait, qu'on va pouvoir sélectionner. Et vous voyez qu'en haut, ici, on va retrouver le graveur ou les graveurs. Donc maintenant, la version 2.0.117, c'est une version qui est multi-appareil et multi-instance. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir, avec la même application ouverte, travailler en fait un fichier. On va pouvoir le connecter sur la F1 et l'envoyer sur la F1, par exemple. Et on bascule immédiatement, pendant que ça grave, on peut basculer sur un autre fichier, retravailler, etc., et l'envoyer sur une S1 en même temps, etc. Donc tous les graveurs vont pouvoir s'empiler ici. Donc là, j'ai fait le tri, il n'y a plus rien, il n'y a plus que la F1 qui est ici, mais tous les autres apparaîtraient ici. Donc on regardera après plus en détail pour les connecter pour vous. On peut les connecter soit en USB, soit en Wi-Fi, principalement ici, ou en Ethernet en précisant l'adresse IP. Donc dès que vous allez sur USB ou Wi-Fi, en fonction de ce que vous avez, vous allez voir votre appareil qui va arriver ici. On va pouvoir le sélectionner. Et donc, après, derrière, la sélection est quand même très simple. L'interface du logiciel, elle était vraiment très épurée pour la plupart des utilisateurs qui viennent du monde de Lightburn, hein, qui est couvert de fonctions, couvert de boutons, couvert de menus. Là, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'on a très peu de fonctionnalités. Mais au final, les fonctions sont quand même là, sont quand même présentes. Donc, on est un cran en dessous en termes de fonctionnalités génériques. Mais par contre, on a des fonctionnalités qui sont très spécifiques à Xtool, qui sont de plus en plus intéressantes et qui font que le logiciel XCS devient de plus en plus incontournable, même pour des personnes issues de Lightburn. Donc sur le côté gauche, on a quelques raccourcis ici qu'on va pouvoir détailler, une bande latérale en haut et un menu à droite qui est dynamique, hein, qui va en fonction de l'endroit où on va être, qui va s'adapter. Donc le premier menu, c'est celui ici, le X, donc l'équivalent un peu de notre menu fichier qu'on a sur les applications traditionnelles. On va rentrer, sans rentrer trop dans le détail, on retrouve en fait des menus assez courants avec les hotkeys qui ont été rajoutés. Donc ça, c'est des petits raccourcis voilà, qui ont été rajoutés dans la version précédente, qu'on n'avait pas avant. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps d'aller sur les raccourcis. Donc on va pouvoir créer un nouveau fichier, ouvrir un nouveau fichier, importer une image, on va revenir dessus, le fermer, l'enregistrer, enregistrer sous pour aller le positionner à l'endroit où on souhaite en termes d'environnement bureautique. Et puis on va pouvoir le renommer. On va retrouver ensuite l'exportation au format SVG. Donc on va détailler ces deux infos-là. Donc importer une image, on va avoir deux types d'images au niveau informatique. Du coup, on va avoir soit les images pixelisées. Donc là, chaque pixel en fait est enregistré et défini. Ce qui veut dire que quand on va commencer à zoomer en fait sur une image pixelisée, plus on va zoomer, forcément, plus on va avoir ce niveau de pixels qui va devenir de plus en plus présent et qui va rendre une image soit très floue, soit justement très pixelisée, qui est complètement déformé, qui est plus réaliste, quoi, et qui est plus adapté. Donc ça, c'est la première version. Donc ça, on peut graver ce genre d'image. On peut intégrer des images pixelisées pour que le graveur fasse en mode bidirectionnel comme ça, gauche-droite, et il descend ligne par ligne. Et là, on va graver en fait plus ou moins fort en fonction des tons. Donc ça, on sait le faire. Mais on peut aussi importer le deuxième type d'image, qui est une image vectorisée. Donc l'image vectorielle, en fait, c'est une image qui est composée de traits, de tracés, qui eux-mêmes sont composés de tangentes et d'angles. Donc on va le voir dans le détail, mais en gros, ça veut dire que quand on va tracer une image vectorielle, on va faire un contour. Le graveur, lui, ne sera pas obligé de faire gauche-droite comme ça pour descendre, pour aller faire notre courbe qui est un peu en sphère, par exemple. Et il va pouvoir faire directement le tracé comme un parcours d'outils.
Et donc là, on est sur quelque chose de très très fin, très précis, très rapide du coup, puisque le tracé va se faire très bien. Et c'est ce qu'on a besoin pour aller faire par exemple une découpe. Quand on va aller faire une découpe vraiment d'une pièce, on ne va pas s'amuser à aller faire gauche-droite pour faire juste un point à gauche, un point à droite de rupture. Donc voilà, on peut importer soit une image pixelisée, soit une image vectorielle, soit importer une image pixelisée et la vectoriser dans le logiciel ou en dehors. Donc ça c'est des choses qui sont très importantes. Et donc, le dernier menu, effectivement, c'est exporter au format SVG. Donc, le SVG, c'est un format justement vectoriel. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire imbriquer en fait différentes formes, différentes images dans notre projet. Et ce projet-là, de manière générale, on va pouvoir le générer en fichier vectoriel pour pouvoir l'intégrer dans un autre logiciel, ou le transférer, l'envoyer à un imprimeur. Enfin voilà, il y a plein de possibilités directement avec cet export-là. Ça permet d'éviter de rester dans l'environnement XCS, mais de passer sur un export en fait vers un format qui est beaucoup plus générique et compatible avec d'autres applications. Bon, éditer, je vous passe le. Alors, je me suis mis en français. Il y a des traductions qui peuvent être voilà, un peu rapides entre le chinois, l'anglais et vers le français. Mais on est bien en fait effectivement sur un CTRL Z, pardon, CTRL Z pour annuler, puis contrôle et l'équivalent de CTRL Y ou Pomme Shift Z pour refaire. Copier, coller, couper, effacer, tout ça vous connaissez. Tout sélectionner, je ne rentre pas dans le détail. LED qui renvoie sur le guide utilisateur qu'on peut retrouver en ligne. Et ensuite paramètres. Donc j'allais dans les paramètres pour les regarder rapidement. Je ne vais pas rentrer trop dans la partie vectorielle, on le verra par la suite. Donc on a possibilité de se positionner soit en pouces, soit en millimètres au niveau comment ça s'appelle, des unités. Donc on est forcément bien sûr en millimètres. Au niveau de la langue, on est sur du français. On t'entend, Gilbert, hein, pour info. Et ensuite, donc l'étoile, donc capture automatique, on a la possibilité en fait d'aller pouvoir faire une capture des différentes toiles en enregistrement systématique, si vous voulez. D'accord? Donc ça veut dire que c'est l'enregistrement automatique qu'on a sur les applications bureautiques, quoi. La sélection précise des trajectoires vectorielles, on va en reparler après sur les vecteurs, le remplissage des vecteurs aussi. On a les touches de raccourci qui sont ici. Donc ça, c'est un petit raccourci vers les raccourcis, justement. Donc quand on clique ici, ça nous renvoie sur la page du site XCS qui nous présente les 60 raccourcis qui sont présents dans l'application. Donc il y a des choses très simples comme le copier-coller, etc. Mais il y a des choses qu'on peut avoir besoin, par exemple, pour aller masquer ou démasquer. Ça, c'est des choses qu'on avait avant dans l'application sous forme d'interrupteur. Là, on les a plus. Maintenant, c'est un raccourci. Donc, il faut connaître ce raccourci-là pour masquer, démasquer des formes. Donc voilà, quelque chose d'assez dynamique. Et du coup, s'il y a des nouveaux raccourcis qui sortent sur une nouvelle version, l'avantage, c'est d'avoir effectivement ce lien qui renvoie vers une liste qui est à jour, quoi. La qualité des vecteurs, on reste sur quelque chose de standard qui est intermédiaire, donc c'est haute. On va le laisser tel quel. On peut ensuite aller définir si, quand on va prendre une image qui fait 1,50 m par exemple, on veut la mettre dans XCS pour aller la graver, on demande est-ce qu'il veut la mettre à l'échelle systématiquement, est-ce qu'il veut conserver la taille d'origine ou est-ce qu'il nous le demande systématiquement. Donc on laisse il demande, comme ça, vous choisirez. Le DXF et la tolérance, on est sur les vecteurs, on va laisser ça. Pour l'instant, niveau de connexion. Ça, c'est juste pour la partie support, en fait, c'est choisir le niveau de log, le niveau de journaux en fait, que génère le graveur. Si jamais vous avez un souci et que le support Xtool vous demande d'avoir les journaux pour les avertissements, par exemple, ben, on clique sur avertir, on clique sur ouvert et il va directement nous mettre à l'endroit du fichier texte. Donc voilà, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le détail, mais en gros, c'est ici que ça se trouve si jamais on vous demande d'accéder aux journaux d'événements du graveur. Ensuite, on a la possibilité, ça c'est quelque chose aussi qui a été rajouté, on a la possibilité maintenant d'exporter ou d'importer les paramètres personnalisés d'XCS. Donc ça c'est super important parce que quand on va créer plein de nouveaux paramètres en fait par rapport à des matériaux, enfin voilà, tout l'environnement qu'on a personnalisé de XCS, on a la possibilité de le faire exporter ici. Il va nous générer un fichier texte, un fichier JSON, qui permet en fait de garder tous ces paramètres-là, de les mettre de côté. Si jamais vous avez un crash au niveau de la machine, un CryptoLocker, une machine à remplacer, une machine volée, etc., bah, vous avez la possibilité de pouvoir réimporter en fait XCS une fois l'avoir installé et vous avez tous vos paramètres qui reviennent à l'origine. Mode développeur, ça c'est si le support vous demande d'aller faire une mise à jour, forcer une mise à jour parce qu'on a vraiment un problème dessus, donc il vous donne le fichier, on va pouvoir le faire ici pour aller le forcer. Installer les pilotes, ce sont des raccourcis qui permettent de pouvoir mettre à jour les pilotes aussi bien sur la D1 Pro ici que sur la S1, que sur les autres, donc la F1, P2, etc.
Donc c'est pareil, c'est des raccourcis qui sont mis ici pour permettre aux utilisateurs de pouvoir aller chercher directement le bon pilote à jour plutôt que de l'envoyer sur Internet. Et, voilà. Les mises à jour se passent ici aussi. Donc là, vous êtes informé qu'il y a des mises à jour. Parfois, il faut même carrément aller la chercher directement sur le site, hein, mais vous êtes informé qu'il y a une nouvelle mise à jour qui vient de sortir. Donc ils sont très très dynamiques quand même au niveau du support, puisque là on doit être sur la 4e mise à jour en 2 mois, quoi. Donc on est, enfin ils font vraiment évoluer l'application et ils rajoutent des fonctionnalités intéressantes. C'est bon pour vous? Ok. Donc ensuite, on a les menus de gauche, hein. Ici. On a les menus latéraux. Alors je vais parler des menus latéraux tout de suite. On a la possibilité bien sûr d'enregistrer le document. Donc là on est parti sur un document qui s'appelle non renseigné, non enregistré. On va l'appeler par exemple porte-clés. Et on va faire, admettons, un exemple sur une réalisation de porte-clés. On se rend compte qu'ici, on a une toile. Et cette toile-là, en fait, elle est intégrée directement au projet porte-clés. Et on va pouvoir avoir plusieurs toiles. Donc, si on clique ici sur toile, on va les voir apparaître toutes ici. Donc, on peut très bien se dire, on veut séparer notre projet. Donc, c'est comme si on était sur des sous-projets. Donc là, on peut parler, par exemple, de gabarit. Et on va faire ici des gabarits pour poser nos porte-clés à l'intérieur, admettons. Et ensuite, on va refaire une deuxième toile. Et vous voyez, à chaque fois, on fait un double clic dessus et on peut aller les mettre directement. Donc là, on va être sur la gravure, bois, par exemple. Et puis une troisième toile, pourquoi pas, sur de la découpe bois, etc. Et en fait, donc c'est comme un cahier avec différentes pages. On est vraiment dans ce schéma-là. Et sur chacune des pages, on va pouvoir mettre ensuite des calques, les uns au-dessus des autres, qu'on va empiler. Et chaque calque va pouvoir donner lieu à des paramètres spécifiques. Tac. Et là, on va mettre une découpe, par exemple, tout autour des porte-clés. Donc voilà le concept, en tout cas, des toiles. On a la possibilité, donc avec cette flèche-là, de revenir en arrière si jamais on a fait une bêtise, on va revenir en arrière, ou revenir en avant si jamais on navigue dans les opérations qu'on a pu faire. On a deux possibilités ici, enfin en vert. Donc la petite flèche qui permet de sélectionner en fait une forme ou un texte ou autre. Ou alors la petite main qui, elle, va déplacer l'ensemble du plan de travail. Donc on va principalement utiliser ça ici. Je vous l'ai dit ici, on retrouve les appareils, je ne reviens pas dessus. Là, on a la possibilité d'aller définir le type de matériau en fait, sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui a été fait par Xtool. Et vu que Xtool fait son propre logiciel, contrairement à Lightburn qui est assez générique sur plein de graveurs, et ben c'est un des seuls fabricants, je dirais, à aller s'engager en tout cas sur des valeurs et des paramètres en fait en fonction des matériaux que vous allez prendre. Et donc ça permet vraiment de guider l'utilisateur déjà pour avoir une base. Alors c'est pas voilà, du 3 mm en contreplaqué, ce qui a été testé en Chine dans les laboratoires, en atelier, ce sera pas le même, même si on a le même ici, on n'aura pas la même hygrométrie, on n'aura pas le même stockage, etc. Il y aura forcément un décalage. À un moment donné, on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats qu'eux, mais ça nous permet d'avoir une base de départ et puis de pouvoir travailler autour de ça pour aller peaufiner et avoir vraiment un résultat qui est parfait. Donc on peut choisir par exemple ce genre de produit. On peut même aller sur plus de matériaux et là on va avoir toute la gamme en fait Xtool et qui me dit là je suis sur la F1 10 watts et 2 watts donc il me propose et il va filtrer uniquement les matériaux compatibles avec mon module laser. Donc ça c'est très bien, j'ai rien fait et il me propose directement les matériaux auxquels je peux avoir accès. Donc on peut prendre cette planche là de 15 mm, il nous dit quelle machine, il nous donne les paramètres pour pouvoir graver de l'image par exemple ou pour pouvoir découper. Sachant que là, on est en F1 10 watts. Ouais, c'est ça. Donc là, on peut après dire, voilà, c'est ça, c'est ces paramètres-là qu'on veut. On fait ouvrir dans XCS. Et voilà, notre environnement, il est configuré par rapport à ce type de bois. De 15 mm. On va pouvoir l'adapter, on va pouvoir modifier. Mais voilà le principe. Donc on retrouve notre graveur sélectionné qui est ici. On retrouve ici la possibilité d'aller dans les paramètres. Alors forcément, moi, il n'est pas connecté. Donc, d'aller dans les paramètres pour pouvoir aller faire les mises à jour, justement, firmware du produit. On ne va pas rentrer là-dedans, là, aujourd'hui. Guide utilisateur. Donc, là, c'est un raccourci pareil sur le guide utilisateur qu'on a retrouvé dans les menus en haut. Et en fonction du graveur qu'on va avoir, il va nous proposer plusieurs choses. D'accord, plusieurs types de traitements en fait. Donc là, on a un traitement sur la plaque de base. Donc sur la F1, on a l'équivalent d'un plateau qui est posé dedans. Donc on est par défaut sur ce schéma-là.
On peut prendre le mandrin rotatif RA2 Pro, donc, pour pouvoir graver en fait des flûtes, des thermos, voilà, des objets plutôt cylindriques. On peut enlever la plaque de base en dessous pour pouvoir passer à travers et pouvoir pour le graveur pour pouvoir le mettre sur un meuble et puis graver directement le meuble. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec la F1. Et puis utiliser une extension de support. Donc là, c'est la glissière. Donc là, tous ces menus-là, en fait, ils sont adaptés par rapport à votre graveur. Donc là, vous, sur la S1, vous allez avoir le nid d'abeille, vous allez avoir, par rapport à la Reos, on va avoir l'aspect rotatif. Mais ça vous a rajouté aussi la possibilité, alors, sans rentrer trop dans le détail, ça ne va pas concerner tout le monde, mais d'avoir la possibilité de graver, par exemple, une surface curve. Donc vous avez, admettons, une assiette pardon, en céramique. L'assiette, forcément, elle est un petit peu bombée. Ben, on va pouvoir utiliser en fait, la notion de palper qu'on va voir tout de suite pour aller prendre les différents points et qu'il arrive à avoir en fait un état de surface qui lui est indiqué. C'est-à-dire que le graveur en lui-même, il va corriger automatiquement. Si on fait une ligne droite pour graver la même chose, il va corriger en fait son focus pour pouvoir s'adapter en fait à la surface curve. Donc on peut même graver l'intérieur d'un sabot, voilà, une assiette, toute chose qui peut être curve. Ça va permettre en fait de prendre un projet et de pouvoir le décomposer en différentes parties. D'accord. On va avoir par exemple la possibilité de positionner. Ici, admettons, on va faire des porte-clés en bois. Et ici, on va faire des porte-clés qui n'ont plus rien à voir, qui vont être des porte-clés en cœur, par exemple, qui vont être des porte-clés métalliques, cette fois-ci. Et donc là, c'est porte-clés, on va mettre métal, cœur. Voilà. Et donc, on va pouvoir se faire un seul fichier porte-clés. On va pouvoir définir différentes toiles. Et en fonction du projet que vous allez avoir, hein, si jamais vous avez une demande sur tiens, j'ai besoin d'aller faire des porte-clés métalliques, ben, vous allez ouvrir votre projet porte-clés et à l'intérieur, tout est rangé pour pouvoir aller choisir directement le sous-projet en fait, qui correspond à ce que vous voulez faire. OK. Donc voilà pourquoi on peut le décomposer. Donc ça veut dire que si je prends une forme qui va être ici sur le porte-clés métal cœur au niveau de la toile, on va voir qu'il va apparaître ici. Et en fait, quand je vais sur l'autre, effectivement, il n'est plus présent. On est bien sur comme des feuilles de cahier en fait, qui vont être différentes et on va travailler sur la feuille qui nous intéresse. Donc voilà le principe de ces feuilles-là. On a après la possibilité de revenir en arrière ou de revenir en avant, de se déplacer dans les actions qu'on aura pu faire. Deux icônes ici qui permettent de positionner, soit on va chercher une forme ou un texte, donc on va aller sélectionner directement l'objet, donc c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent, et possibilité ensuite avec la main de pouvoir déplacer l'environnement de travail, le plan de travail. On retrouve ici les graveurs, donc entre-temps ma S1, on l'a connecté ici, ce qui nous permet de pouvoir après avoir les menus qui vont s'afficher. Donc là, vous voyez, on peut choisir de travailler sur l'un ou l'autre des graveurs en fonction de ce qu'on a envie de faire. Les matériaux définis par l'utilisateur. Donc là, on a une bibliothèque de matériaux en fait qui est assez intéressante, qui est de plus en plus complétée en fait au fur et à mesure. Et Xtool a cette particularité de pouvoir justement s'engager un peu auprès de ses utilisateurs, de ses clients, en donnant des paramètres qu'ils ont testés chez eux. Donc là, effectivement, quand on a du 3 mm ici, contreplaqué 3 mm ou de l'acrylique noir par exemple, on peut le sélectionner et en fait, il va s'adapter directement et proposer les réglages dits optimaux pour eux. Donc après, derrière, nous, il va falloir qu'on puisse travailler autour. Ça ne sera pas forcément les mêmes, on n'aura pas le même rendu parce qu'effectivement, il y aura des différences de traitement. On parle d'hygrométrie, par exemple, au niveau du bois, entre la Chine, le Brésil, la France, etc. Il y a forcément comment dire, des stockages en fait, qui vont être différents et qui vont donner en fait, sur des environnements différents des résultats différents. On peut aller augmenter en fait cette liste-là en allant sur la liste des matériaux proposés par Xtool. Donc là, il va nous les agrandir et en fonction du graveur qu'on a sélectionné, il va nous proposer en fait les matériaux qui ont été testés et sur lesquels ils vont pouvoir nous proposer des paramètres, comme là on voit, pour aller faire de la gravure, pour aller découper par exemple. On va avoir des paramètres de puissance et de vitesse qui vont nous permettre après d'avoir un rendu qui va être proche de ce qu'on souhaite graver ou couper. Donc là, on fait ouvrir dans XCS et automatiquement, il va prendre ces paramètres-là et considérer qu'on est sur ce type de matériaux. Donc on va voir qu'après, derrière, ça va nous faciliter la tâche sur pas mal de choses. Le graveur qui est sélectionné ici, on le retrouve là. On a la possibilité ici, dans les paramètres de l'appareil, d'aller faire les mises à jour de firmware. Donc ça, on va vous les proposer automatiquement à l'ouverture du logiciel. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller les faire, sauf si voilà, c'est demandé par le support ou autre.
On retrouve l'adresse IP du graveur quand il est connecté, et donc la version du plugin. Donc voilà, on trouve quelques infos basiques. On a le guide de l'utilisateur qui est disponible ici, qui vous renvoie directement sur le site support qui est lié en fait au graveur que vous avez. Donc si vous avez besoin d'informations sur la S1, vous avez la Bible qui est ici, avec des choses qui peuvent être francisées et les traductions qui sont en cours aussi à ce sujet. Voilà, ensuite on a toute la partie traitement. Donc là, on va retrouver le mode de traitement qui peut être différent. Alors forcément, en fonction du graveur que vous avez, des fonctionnalités, des possibilités qu'il va vous offrir. On a la possibilité de travailler sur la plaque de base, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rehausse, on a le graveur de base, on est dans cet environnement-là, et en fait, on va positionner notre matériau brut au niveau de la plaque, directement sur le bas. On a la possibilité d'utiliser la fixation rotative. Donc ça, c'est le mandrin rotatif qui permet de faire justement la gravure sur du verre, sur des flûtes, sur des mugs, sur des thermos, donc plutôt des objets cylindriques. Les matériaux incurvés, donc là on est sur une fonctionnalité bêta en fait qui est déjà en place depuis déjà pas mal de temps sur la S1 et qui marche vraiment plutôt bien. On a la possibilité de travailler sur des surfaces curves, donc à travers par exemple une surface en bois qui est curve, comme une assiette en bambou, comme une assiette en céramique par exemple aussi. On va avoir la possibilité d'utiliser le palper en fait qui va nous créer en fait nous récupérer la valeur de la distance, on va en reparler du focus, par rapport à la surface de ce qu'on veut graver. Donc forcément, plus on va avancer, en fait, on va lui donner différents points pour pouvoir récupérer en fait l'état de forme et la surface en fait sur laquelle on va vouloir travailler. Et ensuite, le graveur, enfin XCS, va programmer directement le graveur pour pouvoir corriger en fait cet état de forme qui n'est plus plan. On peut utiliser ensuite un convoyeur d'alimentation. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail, c'est interdit en Europe pour la S1. Donc ça, on ne l'a pas. Donc c'est un tapis roulant, en fait, simplement, mais qui n'est pas disponible pour nous par rapport aux normes. Et ensuite, préparation de l'écran. Donc là, on pourra en reparler dans une formation. C'est sur la sérigraphie. Donc là, on va pouvoir graver directement des écrans, qu'on va pouvoir mettre dans une espèce de presse. On met un t-shirt, on met un textile, on met du papier, du carton, on pose, on donne un petit coup de peinture, une raclette, et c'est bon, on a produit en fait notre rendu sur un textile ou sur du papier ou autre, et on va pouvoir le faire de façon répétée et massive. On a quelque chose de très très important ici. Donc on a la tête du graveur qui est comme celle-ci là, comme celle que je vous montre, avec la buse en fait qui va être ici. Le laser va sortir là. On a en fait un laser qui va être sous forme de pointe, hein, d'accord. La lentille va faire que le laser va être orienté comme ça avec un effet de pointe. On va avoir sur le point le plus fin, qui est le point focus en fait, hein, donc c'est le point qui nous intéresse le plus pour pouvoir avoir le meilleur résultat en termes de gravure, le plus fin, et la meilleure performance en termes de découpe. Donc c'est vraiment ce point-là qu'on va aller rechercher. Mais en fait, on a un capteur sur le côté avec une petite pointe qui se met ici, qui vient directement en contact avec le matériau. Et en fonction de la taille du matériau, il va dire OK, très bien, bah là, je vois qu'il y a 53,2 mm. Donc, bah, il va garder cette distance de 53,2. Donc, on n'a pas à le gérer, ça. Donc, ça, c'est un gros point fort de la S1 parce qu'il y a des produits concurrents au même prix où bah, le focus, il est fait manuellement. On met une petite cale et on vient descendre, en fait, la tête du laser directement sur notre petite cale pour pouvoir avoir le bon focus. Ça reste du manuel, c'est pas super précis, c'est moins précis. Là, au moins, on a quelque chose de très précis. Là, on a la possibilité pardon, de cliquer sur cette petite règle. Et là, il va aller chercher directement, la tête va se déplacer directement pour pouvoir descendre et venir en contact et remonter. Donc là, on n'est pas juste à côté de la machine, je n'ai pas de brut en dessous. Là, il va nous indiquer directement, il va faire cette manipulation-là. Et puis, il va nous indiquer, par exemple, qu'il y a 53 mm, qui va être une valeur à peu près cohérente. Si on a du 3 mm, par exemple, de contreplaqué, c'est ce qu'on peut retrouver. On va retrouver ici. Donc ça, il faut le faire systématiquement. Dès qu'on a positionné un matériau, il faut systématiquement aller chercher le focus parce que sinon, on aura forcément quelque chose qui va être lié à la précédente recherche de focus et on n'est pas bon, quoi. Donc même si vous prenez une planche de 3 mm, vous gravez, vous la regardez, vous dites ok, c'est bon, je la repositionne un petit peu différemment pour aller graver ailleurs. Il faut refaire le focus parce qu'on n'est pas sur le contreplaqué, il peut être un petit peu voilé, il y a forcément des petits décalages, il faut le reprendre. Donc on refait simplement, on positionne pour mémoire la tête du laser au-dessus de la pièce à graver. On a une croix rouge qui arrive.
qui est projeté en fait sur le matériau, donc on se met bien au-dessus et on fait cette petite règle. Et voilà, et ça nous donne le focus. Si vous déplacez, on peut déplacer le laser à la main, hein, si on a bien enlevé les petits câbles, hein, Listen, je crois qu'il y avait ça. Du coup, vous pouvez le déplacer à la main et on va voir qu'il va se déplacer sur les deux axes. Donc, comme en impression 3D, comme sur les commandes, enfin n'importe quelle commande numérique, hein, l'axe X, donc gauche-droite, et l'axe Y, d'avant en arrière. Et là, on va voir ces valeurs-là qui vont bouger, en fait, au fur et à mesure que vous allez le déplacer. Et cette petite croix que vous voyez sur l'écran, c'est la position du laser. D'accord? Donc, si je le déplace et que je vais à droite, il va venir ici se positionner et on peut aller commencer à regarder, en fait, à quel endroit on va vouloir graver. Pareil, on fera des mini tutos aussi sur chacune de ces petites fonctions-là, parce que c'est quand même super intéressant et ça vaut le coup de rentrer dans le détail, d'avoir la machine vraiment à côté pour pouvoir le faire. On peut commencer à marquer aussi. Ça veut dire qu'en fait, on va définir où est notre matériau brut que l'on va vouloir travailler. Donc, on peut dire, tiens, j'ai un matériau qui est une carte de visite, par exemple. Ben, je vais la positionner. Je vais déplacer ma tête ici en haut à gauche. J'appuie sur le bouton latéral de la machine. Donc, il va prendre ce point en haut à gauche. On le déplace en bas à droite, vraiment très précisément. On rappuie. Et voilà, ici exactement où est positionnée notre carte. Même si elle est de travers, vous voyez qu'elle n'est pas perpendiculaire ou parallèle aux axes, on va de toute façon récupérer ce rectangle-là. Donc on peut le faire à partir de 3 points, on est capable de déterminer un cercle. À partir de 5, on est capable de déterminer un polygone. Et puis d'un point A à un point B, on détermine une ligne. Donc on choisit ce qu'on veut faire et on va faire commencer à marquer. Et après, c'est parti. On va déplacer et puis on va faire le point 1, point 2, point 3. Voilà. Une fois qu'on a fait ce point 1, point 2, point 3, par exemple sur une carte de visite, et en fait, il va nous mettre la forme qui va arriver comme ça ici, à l'écran. On va savoir que on est par rapport à notre espace de travail, on a beau ne pas avoir de caméra sur la S1, on a quelque chose de très précis qui nous dit exactement où est-ce qu'on va aller graver. Et là, après, il est facile d'aller prendre un texte, d'aller prendre une image et puis de le redimensionner pour pouvoir être dans ce périmètre. Donc voilà pour commencer à marquer. On a possibilité, alors ça c'est une fonctionnalité qui est toute nouvelle, qui est super importante au niveau de la S1. J'en ai fait un tuto d'ailleurs aussi, et que je le mettrai en fin de session. C'est quelque chose qui nous permet de pouvoir remplacer la caméra. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas perdre trop de temps dessus, mais l'idée c'est de prendre une photo en fait, de positionner des petites cibles sur le nid d'abeille. On va prendre une photo de ce qu'on va mettre sur le nid d'abeille. Donc, ce qu'on va vouloir graver. Donc, admettons, on va prendre par exemple, je dis des fois des cure-dents, vous les posez un peu n'importe comment sur le nid d'abeille, hein, du moment qu'ils ne se chevauchent pas. Et ben, on va pouvoir récupérer cet arrière-plan qui va arriver sur le fond XCS. On va pouvoir prendre un texte, par exemple un prénom, qu'on va les marquer très très précisément sur un des cure-dents. Et on a même en plus la possibilité, on va le voir après, d'aller faire un remplissage ici par l'eau, de lui dire, ben voilà, ça c'est un cure-dent, ça c'est ce que je voudrais graver dessus, maintenant tu te débrouilles. Il y en a 80 sur le plateau et il va le faire les 80 tout seul, sans rien faire. Donc en termes de temps, c'est colossal. Et ça parle. Hein. Souvent quand on fait des porte-clés ou des objets en masse, c'est là où il y a du temps à gagner qui est énorme, qui est colossal, et forcément des revenus qui sont exponentiels. Quoi. Parce que si on doit faire tout ça à la main, tout ce qu'on va faire en une journée, là on va le faire en 10 minutes. Quoi. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller plus loin dans le détail et de détailler cette partie-là. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée très récemment dans XCS. Et c'est un peu la force aussi d'Xtool, c'est que même sans modifier la partie matérielle, ils n'ont pas rajouté de caméra, ils n'ont rien rajouté, ils ont juste rajouté une petite fonctionnalité avec un échange de QR code. Je prends la photo, il y a un QR code qui s'affiche sur l'écran, on fait l'échange et ça transfère la photo. Donc c'est vraiment très très bien pensé et c'est quelque chose qui a été rajouté comme ça qui permet d'offrir plein de fonctionnalités sur des clients qui sont déjà installés. Donc, ils cherchent aussi à dynamiser aussi la base installée et pas uniquement d'aller chercher des nouveaux clients, de les séduire avec des nouvelles fonctionnalités qui vont faire plaisir. Quoi. Donc, on a ça. Ensuite, on a la planification automatique. On va le revoir plutôt après, une fois qu'on aura parlé des calques, hein, puisque ça va concerner les calques. Alors, je vais aller prendre ensuite. On revient sur ces toiles-là. Donc là, on a possibilité de faire des porte-clés en bois, des porte-clés en métal. Dans notre projet en fait virtuel, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc on voit sur la gauche qu'on a la possibilité d'importer des images, d'aller créer du texte, d'aller importer des formes très très simples, une ligne, un rectangle, un cercle.
d'aller importer des formes beaucoup plus complexes. Voilà, des formes, alors ça reste des formes de base, mais je veux dire, pas des simples traits, des formes au trait. Et là, vous avez la possibilité d'avoir des bordures, donc ils vont pouvoir orner, par exemple, des réalisations que vous allez faire. On a quelques formes ici de plantes, de fleurs, d'herbes, etc. Les animaux, etc. Donc, en gros, il y a une petite banque d'images assez simple qui est vectorisée. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir l'agrandir autant qu'on veut. On se souvient, on agrandit une forme vectorisée. Comme les vecteurs sont enregistrés dans l'image, elle est retracée en fait et redessinée à chaque fois. Donc, pour rappel, on peut l'étirer à l'infini. Elle sera toujours parfaite. Donc, voilà. J'ai sauté la partie vecteur justement volontairement. Donc là, ici, on va pouvoir créer nous-mêmes nos propres vecteurs. Donc, créer cette forme-là, mais la faire nous-mêmes. On va rentrer ensuite dans le détail là-dessus. Là, on a accès à l'AI, donc l'intelligence artificielle. Pareil, ça aussi, ça méritera peut-être de prendre un peu de temps et d'aller dans un tuto supplémentaire. On a la possibilité en fait d'aller s'inspirer de réalisations qui sont déjà faites ou qui sont déjà proposées en fait par l'IA. Et puis il y a des choses qui sont très très à la mode comme le bas-relief par exemple, où on a la possibilité en fait d'aller graver un petit peu de matière, mais avec des effets d'ombre, d'avoir quelque chose qui est vraiment très profond. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et là, on peut effectivement demander un ours avec des lunettes qui fait de la guitare. On peut demander une libellule sur un bobsleigh. Enfin, on peut tout imaginer. Et l'intelligence artificielle va la dessiner, va la produire. Et c'est une image qui, du coup, n'est disponible nulle part ailleurs. Elle est vraiment produite à la demande. Je ne rentre pas trop dans le détail. En gros, là, il y a des crédits à utiliser. Vos crédits de points sont utilisés ici. Et on peut en réobtenir en partageant des réalisations. Donc, on retrouve ça ici sur le côté gauche dans l'intelligence artificielle. On va retrouver enfin ici, ça c'est quelques raccourcis en fait d'applications qui sont proposés par Xtool. Il y en a une qui est primordiale, c'est celle-ci. C'est la base de tout en fait. Les matériaux d'essai, donc ça on va en reparler et ça mérite vraiment de s'attarder dessus. Les autres sont plus simples. Je vais y revenir aussi. Ouais, ok. Je commence par importer une image. Admettons, on va importer cette image-là. Donc on est sur une image qui est pixelisée. Parce que si on la grossit, on voit qu'on commence à perdre un petit peu au niveau qualité. D'accord? Donc voilà, c'est une image que le graveur sera capable uniquement de graver en mode image, donc avec un déplacement gauche-droite, comme ça en bidirectionnel pour pouvoir faire chacune des lignes et graver ce qui est noir et laisser tranquille ce qui est blanc. Voilà. Cette image-là, je vais en profiter maintenant pour en parler sur les fonctions. On se dit, tiens, bah, j'aimerais bien la graver plusieurs fois, cette image-là, sur un matériau brut, sur une planche de contreplaqué, admettons, ou sur notre fameuse planche là-haut à apéritif. Et ben, on va pouvoir faire une grille déployée et lui dire combien, donc sous forme de tableau, en fait, hein, on est vraiment sur une génération tabulaire. On lui dit combien on veut de colonnes, admettons, on en veut 5, et on veut 3 lignes. Et ben, il va nous faire les 5 et 3. Tout aligné, tout parfait comme ça. Donc, pour faire de la découpe en masse, bah, c'est super. Pour faire du porte-clés, pour faire du goodies, c'est des choses qui sont assez simples à faire et ça évite d'aller faire des copier-coller dans tous les sens. Et possibilité ici de les espacer plus ou moins. On peut très bien dire, bah non, on a besoin de plus d'espace parce qu'on va faire une découpe. Une découpe avec un offset, avec une ligne en fait, extérieure qui va être plus éloignée en fait, de la forme. Donc voilà, on paramètre ces espacements et le nombre de colonnes, le nombre de lignes, et on valide et c'est fait. On a exactement la même chose autrement, pareil sur du schéma circulaire. Donc là, on va avoir la possibilité en fait de dire qu'on veut démarrer à 15 degrés et puis d'aller jusqu'à 380. Qu'on va faire, on va en générer en fait une tous les 45 pas et on va la positionner après derrière. Voilà, on va pouvoir l'éloigner ou la. Hop, je vais en mettre un peu plus, histoire qu'on voit bien. Voilà. Et là, on a une génération circulaire en fait de notre forme. OK? Donc, soit tabulaire, soit circulaire. Voilà, ça, c'est le même principe. Je passe la matrice d'essai parce on va reparler. Génération du code. Là, on a la possibilité de façon très très simple de dire bah, je voudrais faire mon code qui s'appelle, admettons, j'ai une page qui s'appelle Google Crea, par exemple, .com. Et puis on veut, donc on va le laisser tel quel.
Voilà, et ben, notre QR code est fait. Voilà, on peut graver notre QR code directement sur nos réalisations, les mettre dans un petit coin. Et en fait, bah, ça nous fait directement un petit coup de pub. Et vous voyez, en 2 secondes, on l'a directement intégré. Et ça reste une forme qui est soit gravable, soit découpable. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui plaît bien parce que c'est vraiment très très simple à utiliser et en plus, ça fonctionne plutôt très bien. On a la possibilité aussi, sur des objets qui sont en code barré, donc qui ont effectivement un code barre ici, d'aller positionner le code barre et il va nous le générer. Donc là, on est plutôt sur des choses plutôt un peu plus industrielles, mais voilà, une douchette permet de lire ce genre de code barre et de récupérer effectivement la référence du produit, par exemple, qu'on a produit. Ou le numéro de la commande, par exemple, que vous avez généré, qui a mis dans un sac que vous expédiez. Donc voilà le principe de tout ça. On a ensuite la matrice d'essai qu'on va voir très rapidement. Je vais y revenir. Le texte, donc là, bah, on n'est plus sur de l'image qu'on va importer vectorielle ou pixelisée, on est sur du texte, donc très clairement, on écrit du texte. Voilà, on est ici sur un texte qui a été mis là. On va retrouver le bandeau de droite qui va s'adapter. Donc là, on est sur quelque chose qui est adapté au texte. On va voir qu'ici, dans la partie texte, on a la possibilité d'aller changer la police, de changer la taille et de changer la typologie si on est sur quelque chose de gras, de léger, de semi-léger, semi-gras, etc. La taille, donc on va pouvoir la générer ici. On a la possibilité d'avoir la hauteur, enfin l'espacement pardon, entre les caractères, soit verticaux, soit horizontaux. Le texte peut être ensuite, hop, il peut être soit aligné à gauche, soit aligné au centre ou aligné à droite. Donc si on est sur des phrases, effectivement, là, ça aura du sens. Donc là, on est bien aligné à droite. D'accord. Hop. On a ensuite la possibilité, vous voyez, si jamais on doit être sur de la découpe, donc ça c'est quelque chose de très important. De base, en fait, cette police permet d'avoir des lettres qui vont s'entrecouper. Donc ça c'est quelque chose qui à la fois est très intéressant en gravure, mais qui peut être très, très compliqué à gérer si jamais vous êtes dans ce schéma-là, où là le graveur va enlever cette partie-là, et puis il va enlever aussi cette partie-là. Donc en fait, on va se retrouver avec un trou dans le haut. Cette partie-là, en fait, nous, on ne voudrait pas qu'elle soit gravée, et celle-là non plus, enfin découpée, ou voilà, on ne voudrait pas qu'elle soit ni découpée ni gravée. Et ben en fait, on a un bouton ici qui permet de faire une soudure de toutes les lettres, et il va se débrouiller directement pour enlever tout ce qui est enchevauchement. Donc je clique juste sur soudure, et voilà. Et là, en un clic, mon mot, alors sauf une majuscule par exemple, mais mon mot, là, il est directement gravable en une seule fois. Et là, on va voir que la majuscule, elle n'est pas bonne, là, ici. Donc ça peut être un choix, on peut très bien rester comme ça parce qu'on va coller les lettres sur un fond. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. On va voir qu'on va pouvoir aussi après derrière aller décomposer en fait ce vecteur-là, convertir en vecteur. Donc là c'est ce qu'on vient de faire puisque là on peut plus modifier le texte, on est d'accord, hein. Si je fais un double clic, j'ai plus accès au caractère puisque là il a converti, vu qu'il a travaillé toutes nos lettres pour faire une image finale. Donc là on est sur une image vectorielle maintenant. Donc, si on fait un double clic, justement, on va retrouver sur cette possibilité, comme je le disais tout à l'heure, le tracé vectoriel, c'est des points, des nœuds, en fait, avec des tangentes et les angles en fait, de tangentes à gauche et à droite de chacun des nœuds. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est ce qui va nous permettre de dire, tiens, on voudrait agrandir ça et le faire aller dans la lettre d'à côté. Si je fais fait, vous voyez, on a refait en fait cette partie-là. Donc là, on peut l'attacher dedans et il va falloir refaire la même opération. Alors, plus de soudure, puisque là, maintenant, c'est plus du texte, hein. Mais on va voir comment faire pour pouvoir dire, ben, on voudrait cette forme-là plus cette forme-là. Et là, ici, on enlève cette jointure. Donc, je me garde l'exemple sous le coude. On va en avoir besoin. Pour le texte, puisqu'on en était là, je vais voir s'il y a encore d'autres choses à vous dire. Hello, on est dessus. Voilà. Et sinon, non, on vient sur les lignes extérieures. Donc ça, les lignes extérieures, c'est quelque chose qui va être important aussi. Donc, je vais supprimer ce texte-là, on n'en a plus besoin. La ligne extérieure, c'est-à-dire que si là, ici, je me dis, cette partie-là, on va en voir ce menu-là, je ne veux pas le découper, je voudrais d'abord le graver. Donc, je voudrais que en fait, tout l'intérieur soit noir. D'accord? Que le graveur passe à l'intérieur de tout mon texte et qu'il grave tout en noir. Donc, si on fait graver, on se rend compte que c'est bon, ça a été gravé. Donc, toujours avec ce petit défaut-là qu'on va corriger.
Voilà pour la gravure, donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Mais on aurait bien aimé quand même qu'il y ait une découpe, mais une découpe qui est à l'extérieur en fait de notre tracé, à 1 mm, 2, 3, 4, 5, peu importe. Et ben en fait, on va sélectionner cet objet-là, aller sur la ligne extérieure et pouvoir en fait donner une distance de décalage qui peut être de 5 mm. Vous voyez? Tac. On va mettre à 3 ou 2. Alors on peut saisir directement les valeurs, hein. On n'est pas obligé de se déplacer. Et voilà. Et là, il nous a fait ce petit trait-là tout autour. Donc on peut sélectionner que le trait, vous voyez. Plus on va empiler des objets, plus ça va être difficile d'aller chercher, de dire est-ce que je suis sur le bon, etc. Donc à un moment donné, quand vous faites un clic droit, vous avez la possibilité d'aller sélectionner un objet. Et là, en fait, vous allez retrouver soit le texte, soit le deuxième, le contour. On va voir qu'on peut même les renommer pour que ça soit encore plus simple. Et bien là, en fait, on est en train de travailler sur une toile. Vous vous en souvenez? On l'a vu. Donc tout ça, c'est sur notre première toile. Et comme je vous l'ai dit, sur ces toiles-là, en fait, on peut avoir des calques différents. C'est-à-dire qu'on a comme du papier calque, en fait, qu'on va ranger dans un porte-document. Et bien, en fait, ces papiers calques qui vont s'empiler les uns au-dessus des autres, quand on fait une transparence de tout, voilà le projet qu'on va avoir. Et ben, on va dire que ça, la gravure, ici, qui a ses propres paramètres en termes de puissance et de vitesse, on va faire un clic droit dessus et on va dire je veux t'emmener vers un calque spécifique. Donc on choisit la couleur, peu importe lequel c'est, le rouge. Et le bleu, on va dire ça, on va le garder pour faire de la découpe. Donc nous, par exemple, dans notre truc, c'est le rouge, c'est gravure, le bleu, c'est découpe. Donc après, vous choisissez vos propres repères, mais on va pouvoir se dire tout ce qu'on va mettre dans le calque rouge. Donc même si on se retrouve à la fin avec 200 objets, parce qu'on est sur quelque chose de très complexe, on se dit oh non, le paramètre n'est pas bon, on va changer, on va augmenter la puissance ou baisser la vitesse. On va le changer sur l'intégralité des éléments du calque, plutôt d'aller prendre chacun individuellement et puis d'aller les modifier. Ces calques-là, vous les retrouvez ici en bas. Donc on est d'accord, on parle, je vais même enlever pour pas qu'on soit troublé, je vais enlever cette toile-là. On est toujours sur la même toile. Voilà. On travaille que sur une toile pour l'instant. Et sur cette toile-là, on a effectivement plusieurs calques. On a un rouge et un bleu. Donc le rouge qu'on a dit en gravure et le bleu en découpe. Okay, si je passe de l'un à l'autre, on voit bien qu'effectivement le rouge, il est en gravure en haut. Et le bleu, si je vais dessus, il est soit en gravé contour, nous on va même carrément lui dire maintenant on veut carrément une découpe tout autour. Voilà. Donc on peut gérer les paramètres par objet, ou par calque, ou par toile. On a ensuite la possibilité donc de changer donc ces paramètres-là. On va aller directement sur les paramètres maintenant. Donc vous avez un volet Easy Set, donc des réglages faciles en fait de la part d'Xtool. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait pour pouvoir faciliter l'utilisateur en fait à aller directement à l'essentiel de ce qu'il a envie de faire. On a 3 modes principaux que vous allez pouvoir faire avec tous les graveurs. On peut soit découper, donc là on va envoyer la puissance assez forte, une vitesse pas trop élevée parce que on nous demande souvent mais quel est le rapport entre la vitesse, la puissance, etc. par rapport à la gravure ou la découpe. Il faut penser que par exemple, admettons le faisceau laser, c'est comme un briquet. Vous avez votre main qui est à la surface brute en fait, hein, que vous voulez graver. Plus vous allez approcher, mettre de puissance, bah forcément plus ça va brûler. Et plus vous allez vous déplacer vite, moins ça va brûler. Donc plus vous allez aller doucement, plus ça va brûler. D'accord? Donc la vitesse, une vitesse lente et une puissance forte, forcément ça va brûler très fort. Si à l'inverse, vous descendez votre main, vous mettez plus de focus, on est loin, on a ou plus de puissance, on aura moins de brûlure. Et si en plus vous vous déplacez vite, bah, on n'aura quasiment pas de marquage. Donc d'un côté, on va quasiment tout brûler, de l'autre côté, on va quasiment rien faire. Et ben, il va falloir qu'on trouve justement ce juste milieu entre les deux. Et la clé, en fait, elle est là. La clé des bonnes réalisations, des belles choses, c'est ça, en fait. C'est ce couple de puissance et de vitesse qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et on va revenir après sur la matrice que je disais, c'est l'essentiel en fait du logiciel. Tout est basé à partir de ça pour moi. C'est justement nous permettre de trouver les meilleures puissances et les meilleures vitesses pour le matériau qu'on a à graver ou à découper et pour la réalisation et le rendu qu'on en attend. Donc là, par défaut, voilà, il y a une puissance qui est à 1%, histoire d'être sur quelque chose qui ne va pas brûler, qui ne va rien faire. Donc là, 1%, si jamais on reste comme ça, on se dit, bah, c'est bizarre, mon graveur, il ne marche déjà plus. Bah, c'est pas qu'il ne marche plus, c'est qu'on lui a demandé 1%, c'est-à-dire pas du tout, il n'y a pas de puissance du tout, quoi. Donc là, on va pouvoir gérer la puissance ici, mettre la puissance qu'on souhaite et mettre la vitesse qu'on souhaite. Et ça, comme je vous l'ai dit, on ne va pas l'inventer, on va aller chercher les informations. Donc ça, on va revenir dessus, c'est très important.
Passer, donc ça c'est une traduction qui est un peu rapide, c'est le nombre de passes. C'est-à-dire que là pour le bleu, admettons, je me mets sur mon calque bleu, on est sur la découpe tout autour, on est bien sûr coupé, et on va définir, alors soit réglage défini par l'utilisateur, soit il y aura des réglages qui vont être trouvés par rapport à notre planche. D'ailleurs, on va la changer après, on va se mettre sur du contreplaqué pour avoir plus d'informations, puisque c'est un peu plus courant. Donc passer, c'est le nombre de passes. Ça veut dire que si jamais on a du 16 mm avec la S1, en une passe, ça va être compliqué de le faire. Ou alors il va vraiment falloir aller tout doucement et mettre du 100%, et là on va commencer à brûler, à faire des choses qui ne sont pas très propres. Donc là, il vaut mieux passer à 2 passes ou 3 passes. D'accord? Donc là, on va indiquer le nombre de passes. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on va pouvoir voir avec la matrice de test. On va pouvoir dire, ben, je voudrais tester avec une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, et à quel moment ça commence à découper et j'ai le résultat que je veux. Pas trop brûlé, mais découpé quand même. Donc ça va être important à voir. Bon, en fonction des épaisseurs que vous aurez à couper, vous allez vous en servir plus ou moins. Il y a quelque chose qui est très important, je vais passer celui-là, par rapport au nombre de passes, hein, admettons, on est sur du 19 mm qu'on veut découper avec la S1, donc pas possible de le faire en une fois, peut-être 3 fois, en fonction du type de matériau, est-ce qu'il est tendre, dur, etc. On va faire 3 passes, et en fait, je vous ai expliqué la distance entre la surface que je veux graver ou découper et la tête de mon laser, ici, ça c'est le focus. D'accord? Donc la distance idéale et optimale pour pouvoir avoir vraiment le meilleur rendu qu'on souhaite. Qu'est-ce qui nous empêche, si on a 3 passes, de se dire pourquoi est-ce que je ne descendrai pas la tête de 3 mm pour pouvoir aller chercher 3 mm de plus dans la profondeur en fait, du matériau. Et sur mes 3 passes, je descends de 3 mm à chaque fois. Donc je vais descendre de 9 mm, quasiment 1 cm, en 3 passes, pour pouvoir aller vraiment avoir une belle découpe et avoir quelque chose de très précis. Ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant, juste par rapport à cette fonction qui a été activée par Xtool. Et on dit, on active la réduction de mise au point, donc ça veut dire qu'en fait, on va réduire le focus, et on définit combien de millimètres on veut descendre par passe. Donc plutôt que de faire 3 passes à la même distance, baisser de toute façon le focus, ça ne sert à rien de le faire toujours au même endroit, on n'est pas efficace. Autant baisser, et puis qu'on aille chercher plus dans la matière, ça sera plus performant et plus propre. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une petite nouveauté qui était apparue dans la version 2, qu'on n'avait pas auparavant en S7.8. Je reviens ensuite, donc j'ai passé le décalage du trait de scie, donc sans rentrer trop dans le détail, mais quand vous allez couper avec une lame avec une scie circulaire, par exemple, du bois, vous avez un objet qui fait 2 cm, qui fait 20 mm, on le coupe au milieu, on est censé avoir normalement 10 et 10. Sauf que ben non, on n'a pas 10 et 10 puisqu'on a enlevé de la matière. Là, pareil, on va vaporiser de la matière sur ce qu'on va pouvoir graver. On va vaporiser le bois, vaporiser le papier, etc. Donc il y a de la matière qui va disparaître et il va nous manquer cette surface-là. Cette surface-là qui va avoir été brûlée. On t'entend, hein, Gilbert, pour info. Et donc, on va pouvoir enlever cette surface-là et on va en tenir compte. Ça veut dire que si on a je vais l'activer, on va pouvoir dire ici qu'on veut 0,5 mm. On considère, et c'est c'est 5, oui. 0,05. Voilà. 0,05 mm. Et ça va être une prise en compte. Quand on va faire par exemple un puzzle, on veut que cette partie qui va être brûlée, elle soit prise en compte pour que la pièce vienne quand même s'imbriquer dessus. Vous voyez? Si on ne le fait pas, dans la théorie, hein, après on est sur un faisceau laser qui est quand même très fin, donc là on est sur quelque chose d'un peu chirurgical, mais en tout cas la fonctionnalité existe et permet de rattraper justement ce décalage de trait de scie. Donc là, c'est pas un trait de scie, ça s'appelle comme ça, mais on parle bien du trait du laser, et on rattrape ce décalage. On a ensuite, pareil, génération d'onglets qui a été rajoutée, qui était disponible pour la P2 historiquement, mais seule la P2 avait accès à ça. Maintenant, on l'a sur la S1 là, en l'occurrence. On a la génération d'onglets. Alors, il y a un petit bug qui a été remonté, je crois qu'il n'a pas été corrigé. Voilà, il n'est pas corrigé. Tac. Donc c'est un petit bug d'affichage. Vous voyez, dès qu'on active la génération d'onglets, il manque un petit peu d'espace à gauche-droite, donc ça nous met un peu le bazar. Si vous le désactivez, voilà, tout revient normal. Donc il faut le savoir. En gros, alors, la génération d'onglets, c'est quoi? Quand on va pouvoir, par exemple, faire sur du papier, on voudrait faire cette découpe tout autour, là, le bonjour, sur du papier pour avoir plein de pochoirs, par exemple. Et ben, on va le faire une première fois, il va tout découper.
et puis ensuite il va se déplacer sur le deuxième, avec le mouvement d'air entre l'air assist qu'on peut ou ne pas mettre, surtout sur le papier, et puis surtout l'aspiration. Ben, forcément, il va y avoir un moment donné sur un matériau qui est aussi léger qu'une feuille de papier, 80 mg, 80 grammes, on va être sur un matériau qui va se déplacer. Et ben, on pourrait très bien lui dire, comme à l'image de ce qu'on a comme les jouets prédécoupés pour les enfants, par exemple, on va pouvoir faire cette forme-là en faisant des petites ruptures, en fait. Comme ça, on est sur des choses qui sont prédécoupées. Il y a juste deux petites encoches simplement qu'on a gardées. Et ben ça, c'est des tabs ou des onglets, en fait. Et ça correspond à ça. Concrètement, là, si je veux, pour entrer dans le détail, génération d'onglets, il est activé. Le nombre d'onglets, on dit qu'on en veut. On va en mettre, allez, on va mettre 5. On va mettre 3. On va mettre 2. On choisit la taille de l'onglet, en fait, hein, donc, par défaut. Donc, on peut le laisser en 0,5. Après, il ne faut pas que ça soit trop grand parce que quand on va vouloir arracher, enfin, la pièce va se casser en fonction du matériau qu'on va utiliser. Et donc là, on va pouvoir directement. Je vais faire un exemple. Ah oui, il va falloir. Mince. On va le faire juste après parce qu'il faut quand même que j'ai la 53 mm. Je suis pas sûr qu'il me l'autorise là maintenant. Donc, OK. Oui, on s'en fiche. Voilà, je fais comme si on avait fait la mesure d'autofocus, puisque je ne suis pas juste à côté. Donc là, ça va nous préparer le rendu, en fait. Et on s'aperçoit que sur le bonjour, alors il faut zoomer très très fort pour pouvoir s'en rendre compte. Voilà, il y en a une ici. Alors, c'est vraiment très très fin. Il faut avoir l'œil. Je disais, enfin, j'ai remonté quelques infos à Xtool et notamment là, ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'entouré, quoi, d'un peu gras, histoire qu'on voit qu'on n'est pas dans le tracé, mais ça le positionne ici. Donc il y en a une, et comme j'en ai demandé deux, eh ben, il va me la faire pile à l'opposé. Donc on peut aller voir. Et voilà, ici, il ne me fait pas mentir. Voilà, on est ici. On est sur la deuxième qui est là. Si j'en avais demandé trois, ben, il en aurait fait une en bas, quatre, il va les espacer, etc. Donc il le fait de manière proportionnelle et il se débrouille comme un grand avec ça. Hop. On va enlever les onglets ici. Alors pour ça, il faut aller dans un champ, on enlève les onglets, voilà, et l'affichage revient normal. Voilà, et ensuite on a quelque chose qui est super innovant, qui est très intéressant, qui s'appelle donc le paramétrage en un clic. Si je prends un autre matériau, alors on va essayer de prendre quelque chose de complet. Voilà. On va se dire que le rouge, par exemple, là, on voudrait graver. Tac. Le rouge, on le grave. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on aille choisir en fait la puissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la puissance et la vitesse. Hein, c'est ça qui va faire qu'on va avoir un rendu qui va être plus ou moins bon. Ça, c'est quelque chose de très, très nouveau, alors qui est intéressant parce que effectivement, il y a la possibilité d'avoir des exemples en fait qui ont été faits directement en atelier par Xtool. Mais ça ne dédouane pas le fait qu'il faut les faire soi-même. On est d'accord, hein, ça peut être un peu trompeur du coup pour les personnes qui débutent, hein, parce qu'on se dit, bon, je ne vais pas aller gâcher du bois, les exemples sont déjà tout faits, j'ai plus qu'à choisir. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc ça nous donne une base qui est intéressante, mais c'est pas suffisant. Si on a besoin quand même d'aller s'inspirer de ça, de ce qu'a fait Xtool sur du contreplaqué 3 mm, pour pouvoir avoir ce rendu bonjour, on clique dessus, et là on se rend compte que ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont pris une photo de ce qu'ils ont fait en atelier. Et c'est une photo qu'ils ont rendue dynamique. Donc, vous voyez, il y a des zones qui disent, bah, moi, je voudrais ce rendu-là. Et ben en fait, ils disent que pour du contreplaqué 3 mm, avec la S1 20 watts, il faut une vitesse de 100 et une puissance de 40 pour obtenir ce rendu-là. Donc, si on clique dessus, il a directement tout adapté. Donc, ça, c'est quelque chose de génial, de magique, mais un peu trompeur, parce qu'effectivement, il faut malgré tout le faire soi-même. Et on va voir comment on peut réaliser ces plaques-là. Parce qu'il faut considérer, enfin, c'est mon avis, mais en gros, quand on va utiliser un nouveau matériau, il va falloir faire deux grilles de test pour être bien. Alors, vous allez voir, sur les premiers matériaux, il y a peut-être des matériaux un peu plus compliqués que d'autres, où vous allez en faire peut-être 3, 4, 5, 6 ou une dizaine de grilles de test. Donc, il y a un peu de perte, c'est sûr, mais une fois qu'on a les bons éléments, on range ça dans sa base de connaissances. Et en fait, bah, après, derrière, en fonction de ce qu'on a besoin comme projet, on prend le matériau, on sait exactement quels sont les paramètres pour couper, graver, fort, pas fort, etc. Donc ça, on va le voir. C'est très important. Mais deux grilles de test, pour moi, c'est l'idéal. Il faut en faire deux. Une première de grande maille et la deuxième très macro, où on va aller cibler vraiment le résultat qu'on attend.
Et là, vous allez voir qu'à chaque fois, bah, vous êtes dans le mille, en fait. Et les résultats sont bons. Je pense avoir fini sur cette partie-là. On pourra revenir sur la partie vecteur. Hop. Puisqu'on a toujours ce... Ah oui, en fait, on a bien la ligne extérieure, c'est bien quand je vais sur le calque. Voilà, attendez. Là, je suis en toile ici, et maintenant je vais afficher les calques ici, là, à gauche. Et le calque rouge et le calque bleu, on les retrouve ici. Donc, ça veut dire que si je sélectionne le calque bleu, soit ici, soit là-haut, c'est la même chose, ça revient au même, il va me sélectionner tous les objets du calque bleu. Donc là, bon, il n'y a qu'un objet par calque, mais on pourrait en avoir 10, 15, 20, 100. Voilà. On n'est pas limité si ce n'est les performances de la machine. On peut très bien se dire, mais rouge, bleu, machin, c'est pas très parlant. J'aurais le calque de gravure du logo, par exemple, le logo bonjour. Et puis ça va être la découpe. Notre découpe bois. Et ben voilà, en fait, on a un calque pour la gravure, un calque pour la découpe. Et on se rend compte que là, on va pouvoir aller choisir pour tous les objets qui sont compris dans le calque gravure, on va pouvoir aller choisir le couple de paramètres qui nous intéresse entre la vitesse et la puissance. Okay. Pareil pour la découpe. Là, on sait que pour découper du bois, il faut être en vitesse 9, donc très très lente, et par contre mettre toute la puissance. Il nous l'a fait automatiquement. D'accord. Donc là, si je rajoute une image, je refais des modifications, etc., je le mets dans le bon calque, il va aller prendre ensuite les paramètres à partir du moment où on choisit le calque rouge, on veut lui appliquer ça. Si jamais sur le calque rouge, on va rajouter une ligne, on va rajouter un élément, par exemple, celui-ci, et puis qu'on va changer les paramètres, mais vous voyez, je suis en train de sélectionner celui-là, et je lui dis non, par contre, ça, tu vas me le baisser. Et bah, du coup, quand je vais partir sur le calque rouge, là, il me dit maintenant, on est sur des choses qui sont mixtes. Alors déjà, on n'est plus sur la... Hop, je vais me remettre, pardon. Je vais le mettre en découpe comme le... Non, en gravure, je veux dire, comme l'autre. Voilà, et là, la gravure. Donc, si je me mets... Donc, on n'a pas la même puissance, vous voyez. Si je vais ici, on est en 60 et 300. Si je vais ici, on est resté sur du 40 et du 100. Donc, si je prends la gravure ici, là, il me dit, attention, là, on n'est plus sur des paramètres qui sont identiques. Donc, il me prévient qu'attention, il y a des objets qui sont plus... on est plus cohérent. Là. Le calque, il est plus homogène. Bon, pourquoi pas, hein, on peut très bien se dire, bah, dans mon calque, j'ai les différentes puissances. Mais en tout cas, il vous le dit là. Donc, si jamais on veut remettre proprement et qu'on se dit, non, mais ça, j'étais en 60, donc je me remets en 60 ici, il va tout passer, tous les objets en 60. Vous voyez, on peut piloter directement, donner l'information et l'ordre directement sur le calque qui les applique à tous les objets, ou aller directement à l'objet et puis faire, parce qu'on a 2, 3, 4 objets, et on ne s'embête pas avec les calques, on fait un seul calque et on met tout dedans. C'est vraiment un choix de conception et un choix d'utilisation. C'est une boîte à outils, vous l'utilisez comme vous avez besoin. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus cohérentes que d'autres. Si effectivement on est sur, on a fait des, tout à l'heure on a fait une image par exemple qu'on a mis après en réseau tabulaire. On va pas s'amuser après à chaque fois, il y en a qui le font justement, mais parce qu'ils n'ont pas cette info-là. Si tout est dans le même calque, on va changer une puissance pour le porte-clés, il va le changer pour tous les porte-clés, qu'on en ait un ou qu'on en ait 100. Est-ce que c'est bien clair pour vous ça ou... Ouais. Ok, super. On a renommé les calques. On peut aussi très bien se dire, ça c'est, je sais pas moi, on va mettre percement. Voilà, on va faire un percement comme ça, qui est en rectangulaire. Et ici, on va lui dire, ça c'est notre découpe, ça va être le tracé. Tracé de coupe, par exemple. Et puis là, c'est le logo 1, parce qu'après, on pourra avoir un logo 2, par exemple. Voilà, on peut refaire après une autre, ici, et on va dire, bah, ça c'est le logo 2. Pardon, ici. Avec le cercle, on l'appelle logo 2. Voilà. Et on va dire à chaque fois si on veut tracer, couper, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt, admettons, à faire à envoyer directement le traitement. Dans quel sens et dans quel ordre il va nous le faire? En fait, il faut se souvenir que si on fait, on est toujours sur notre tracé, par exemple, sur des choses très légères, hein, vous voyez, du bois 3 mm, admettons. Si on commence à découper le contour, et ensuite graver. On va découper le contour, donc on va forcément détacher la pièce. Si on n'a pas fait d'onglet, on va détacher la pièce, elle va tomber. Sauf qu'elle est à peu près, elle est censée être posée au même endroit. Donc il va y avoir peut-être un petit décalage parce que le bois est peut-être un petit peu bombé. Elle peut descendre un tout petit peu. On vient de changer le focus en faisant ça. Donc c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, ça va être de graver et de couper ensuite. Souvent. Okay. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, voilà, il y a des contraintes techniques, mais dans l'idée, c'est d'abord de graver et ensuite de découper. Et ben en fait, ça, on va pouvoir le dire à XCS, lui dire non, tu ne le fais pas toi-même, c'est pas lui qui l'a choisi en fait.
Où je suis? Conception. Tac. Voilà, si je sors, on a la planification ici automatique, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'en gros, il est en pilotage automatique. Il gère tout seul. D'accord? Mais on peut dire non, c'est moi qui vais le définir. C'est moi qui veux dire, tu vas d'abord faire cette opération-là, après tu feras celle-là, etc. Donc on va gérer l'ordonnancement en fait des tâches. Et du coup, le chemin de scan, soit on le fait un par un, donc il va d'abord faire la gravure et ensuite la découpe, ou alors il va faire tout en même temps, mais gravure, découpe, comme ça, au fur et à mesure, en passant sur l'ensemble des lignes. Donc là, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on le fait un par un? Généralement, on le fait un par un parce que c'est des tâches différentes. Mais si c'est que de la gravure partout, on peut très bien dire, non, tu me graves tout en même temps, même s'il me grave l'objet 2 en même temps que le 1, vu qu'il est sur le trajet, autant qu'il le fasse, et là, on va gagner du temps. En d'autres cas, on peut en perdre. Donc, c'est un choix. Ça, il faut le réfléchir, mais bon, la logique fait qu'on le sait. Après, derrière, par calque, on peut lui dire, tu me le fais un par un, mais par calque. Et bien là, il va commencer à graver. Alors, admettons, de haut en bas. On va voir, c'est rigolo. Il va commencer à graver, et puis après, il va découper. Et après, Xtool nous a dit, sinon, je vous laisse la possibilité, pas de faire de haut en bas, il peut faire aussi de haut en bas. Vous voyez, ça, c'est un problème de traduction. Là, je me remets en anglais, c'est bien bottom to top et top to bottom. Donc, bon, il y a bien un problème de traduction ici. Ça, c'est les petits écueils, justement, de la traduction. Bon, voilà. Si je le fais comme ça, de haut en bas ou de bas en haut, du coup, en fait, il va prendre le calque haut, puis il va redescendre au niveau des couches pour les traitements. Ou alors dans l'autre sens, de bas en haut, il va prendre le dernier, puis il va remonter. Voilà le principe, en fait. Est-ce que j'avais autre chose? Non. Ensuite, on passait sur l'encadrement. Donc l'encadrement, en fait, là, on vient d'entendre la S1 qui est un petit peu plus loin, qui vient de biper. Ça lui donne en fait un emplacement de ce qu'on va graver sur le brut. Ça veut dire que sur votre surface brute, on veut graver cette partie-là, par exemple. Et ben en fait, il va nous faire, la tête va se déplacer, va nous mettre la croix rouge ici, et il va nous faire une simulation comme s'il gravait quelque chose. D'accord? Mais en fait, il va rien graver du tout, hein. On est d'accord, il donne juste, donc on peut même le regarder, c'est un faisceau, c'est une projection laser simplement qui est sur le brut. Donc la croix rouge va se déplacer pour montrer où est-ce qu'on va graver. Donc si on grave sur un sous-vert en ardoise, par exemple, ça peut être intéressant de se dire, tiens, est-ce que je suis bien positionné? Donc là, à l'œil nu, on va voir où est-ce qu'il passe et on se dit, OK, on est bien centré, ou on est bien ou un peu décalé, etc. Donc là, en fait, on fait encadrement, il envoie l'information au graveur en disant, voilà la zone que l'utilisateur voudrait graver, montre-moi avec ta croix rouge. Donc il envoie l'info, ça bip pour dire je suis prêt, et quand vous allez devant, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton pour pouvoir déclencher le capot ouvert, on peut regarder, capot ouvert, on appuie et on regarde où est-ce qu'il va se déplacer, est-ce qu'on est bon ou pas. Si c'est pas bon, on redéplace un petit peu et on rappuie sur le bouton sans rien faire. Et on redéplace, et on rappuie, et on redéplace, et on rappuie. Comme ça, plein de fois jusqu'à ce que vraiment vous soyez parfaitement aligné, quoi. OK pour l'encadrement? Donc on a vu que l'encadrement, ça permettait d'aller positionner le brut à l'endroit où on veut faire la pièce. On a vu aussi que par l'obtention de l'arrière-plan, c'est l'inverse. On va aller positionner la pièce par rapport à notre brut. D'accord? On prend la photo du brut et on va aller positionner ce qu'on veut graver directement dessus. Donc on a plusieurs possibilités et c'est vrai que même sans caméra, du coup, ils nous ont fait quelque chose qui nous permet vraiment d'aller plus loin. On a possibilité ici de pouvoir piloter après manuellement le laser. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, on se déplace en fonction des axes avec les vitesses qu'on veut bien et voilà. Il faut bien le positionner de manière très, très fine. On a l'aspect zoom qui est ici, alors que vous soyez en Mac, en PC ou autre, c'est toujours le même principe de zoom avec le contrôle, la molette, etc. Donc là, quand on est comment dire, juste avec ma molette bon là je suis sur Mac, mais avec le contrôle, je fais un zoom, avec sans rien, je me déplace gauche-droite, machin. Et ensuite, c'est là, si, c'est là. Donc là, je me déplace, ça vient en fait l'équivalent de prendre la main, hein, ici. Mais c'est juste pour éviter d'aller la chercher, quoi. On reste toujours en sélection, ça nous évite d'aller faire des clics. Donc on se déplace comme ça, et on zoome en plus ou en moins. Donc vous voyez, si je zoome, je peux aller jusqu'à 10 000% là. Donc ça permet d'aller faire des petites, voilà, d'aller travailler sur les vecteurs par exemple, comme celui-ci qui nous embête. Donc voilà, les calques, on les a vus ici. Donc on fait apparaître les calques où on les masque, on fait apparaître les toiles où on les masque. D'accord? C'est toujours le même bandeau en fait qui est utilisé en fonction de ce que vous voulez afficher, l'un ou l'autre. OK?
On a bien avancé. On va regarder la partie vectorisation et ensuite on ira sur les matrices. Et puis, ben, on aura fini pour aujourd'hui. Donc, au niveau du... Si on reprend ce tracé-là, je vais me remettre, hop, que vous voyez bien. Alors déjà, vous voyez, quand on est un peu perdu comme ça là, dans l'affichage, on peut aller ici et on fait adapter à l'écran et il y va directement. Il s'adapte tout de suite. Ou adapter à la largeur ou à la longueur. Comme ça, là, il s'adapte en fonction de ce qu'on a à présenter. Donc, on a dit qu'on voulait travailler sur la partie rouge. D'ailleurs, on va la déplacer. Tiens, ça va être fait. Oui, il va y avoir aussi le positionnement qu'il va falloir qu'on regarde. Donc là, on est sur un. Vous vous souvenez, si on devait faire graver le contour ou découper, on est sur un vecteur en fait ici, sur une forme vectorielle. Si on fait un double clic, on voit qu'effectivement, on a la possibilité d'avoir ces vecteurs-là qui sont positionnés là. Et donc, si on en sélectionne un, l'idée c'est ça. En gros, on a un nœud ici, il y a une tangente qui est là, une tangente qui est là, et en fait, on va pouvoir faire bouger le résultat de la tangente de droite et le résultat de la tangente de gauche qui va nous donner la courbe en fait. Donc si je lève celui-là par exemple, on voit que ça déforme en fait ma pièce. Donc là il y a vraiment un coup à prendre et ça se fait pas en 5 minutes, mais les personnes qui utilisent Illustrator ou autre le font très bien. On a la possibilité de déplacer ces formes voilà, pour donner un peu plus pour gonfler un peu le relief, pour pouvoir déformer, enlever quelque chose qui nous va pas, un parasite sur la photo. On a la possibilité, par exemple, de faire un double clic ici et un double clic ici pour pouvoir rajouter en fait des éléments. Hop. Et après, on a la possibilité ici de travailler les vecteurs. Donc là, ici, sur les ciseaux, on va pouvoir dire en fait à XCS, cette partie-là, tu vas me l'enlever, toute celle-là, ou toute celle-là. Donc là, ça correspond, on est pas loin de ce qu'on voulait faire quand même. Puisque là, on a enlevé déjà cette partie-là, il faudrait qu'on enlève ce triangle-là maintenant. On est d'accord? Donc là, en fait, on va grossir tout ça. Il va falloir qu'on ferme ensuite ce schéma-là. On va le positionner ici. Là, vous voyez, en fait, on peut positionner des nœuds supplémentaires. Et ce qui fait que quand on va passer en ciseau, on va enlever cette partie-là. Voilà. Et après, il nous restera à fermer ces formes-là. Je vais simplifier trop. Je reprends après sur l'intégration. Ce qui va être intéressant, même, ça serait même d'avoir les. Je vais revenir en arrière. Hop. Comme Z. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner pour pouvoir avoir notre forme qui nous intéresse. On a la possibilité ensuite, vous voyez, je l'ai déplacée, donc si je la remets manuellement, on peut se dire, bon voilà, je suis à peu près bien, mais à peu près, c'est pas l'idéal. Là, l'idée, c'est de centrer les deux, en fait. Et ben, on a la possibilité de sélectionner, bien sûr, ces deux formes-là, et ici, d'utiliser, en fait, tous les outils qui vont nous permettre d'aligner à gauche. Donc, tout mettre à gauche, c'est pas ce qui nous intéresse, ou de tout mettre à droite. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. Par contre, on peut avoir un alignement central. Voilà, là on est bien positionné gauche-droite. Le centre en fait du bonjour en rouge et le centre du bonjour en bleu sont parfaitement alignés. Donc on les a remis parfaitement au niveau horizontal. Maintenant on va refaire la même chose au niveau central. Et là on les a positionnés ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à retravailler ces choses-là, quitte même à les déplacer pour vraiment qu'on soit en décalage, histoire d'être sûr qu'après derrière on les sélectionne bien. Et on peut faire soit l'alignement central, soit l'alignement central horizontal, pardon, soit le vertical, soit sinon carrément l'alignement au centre. Et là, il nous rajoute en un clic, tout est recentré. Donc si on a un empilage de travaux sur un porte-clés, par exemple, parce qu'on a un contour, on a une découpe, on a une image, et en fait, on a plein de centres comme ça. Si on veut tout mettre en concentrique, on a la possibilité de tout sélectionner, de dire bah, alignement au centre, et hop, on a un clic, tout est recentré.
OK? On a ensuite, donc on a vu tous les alignements. Là, on a la possibilité d'aller positionner. Donc là, sur le forme de calque, hein, on fait rien de plus que ce qu'on peut faire avec des images ou Word, sur un Photoshop ou n'importe. On va les mettre soit devant, soit derrière. Donc après, c'est un choix en termes de conception de prendre cette forme-là, on va la passer devant, celle-là, on va la passer derrière. Donc ça, c'est à vous de définir. Et puis on peut dire, bah tiens, on a besoin de faire un effet. Il faut qu'on grave ça sur un miroir. Mais le miroir, le problème, c'est qu'il faut qu'on grave à l'envers, en fait. Il faut qu'on grave derrière. Donc il faut qu'on inverse. D'accord? Donc là, pour enlever le teint du miroir, il va falloir qu'on fasse une symétrie. Donc symétrie horizontale ou symétrie verticale. On va réfléchir en fait comme s'il y avait un miroir et hop, on a inversé en un clic. Et là, c'est bon, on sait graver directement le teint d'un miroir. Et puis, bah, du coup, vous avez fait votre gravure. Voilà, on l'a fait sur un texte, mais on pourrait très bien mettre une photo aussi. Puis, bah, vous gravez la photo. Quand vous accrochez ça au mur, bah, vous regardez dans le miroir, vous avez en même temps la photo de quelqu'un ou d'un paysage ou autre. Donc, il y a des choses intéressantes à faire de manière très, très simple. Je voulais vous dire ça. Ensuite, on a dit donc sur les. Oui, il y a les importations d'images quand même aussi. Vous vous souvenez de cette image-là? Hop. Voilà, on veut importer cette image-là. Par contre, on aurait bien aimé récupérer aussi la possibilité de faire le contour. Donc là, si je demande de faire un contour, qu'est-ce qu'il va me faire? À 2 mm. Eh ben, il m'a fait un contour à 2 mm. Il me voit qu'il y a une image qui est comme ça. Parce que nous, on ne le voit pas, mais ça, c'est du gris, ça, pour lui. C'est vrai que quand on voit l'image, nous, on voit le noir, et c'est ça qu'on voudrait récupérer. Mais là, le gris, le truc, c'est que il nous pose problème, en fait. On n'en a pas besoin de ça. Donc, quand on a importé une image, on voit qu'il y a ces boutons-là, je voulais vous montrer. Je les passé assez rapidement, mais on a la possibilité d'éditer l'image. Donc, on va pouvoir travailler l'image, en fait, en disant, bah, ça, le gris, j'en ai pas besoin, ça aurait été bien de l'enlever. Et ben, on fait un clic dessus, c'est terminé. Il n'y a plus de gris. Et il a fait tout le détourage. Donc là, si je refais maintenant une ligne extérieure à 2 mm, et ben voilà, on a notre découpe qui est parfaite, qui reprend exactement ce qui va être gravé à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ça marche plutôt très bien, quoi. Alors, on n'est pas sur un outil de dessin, on n'est pas sur un outil de dessin vectoriel non plus, mais il y a des fonctionnalités comme ça qui ont été ajoutées et qui continuent d'être amendées en fait au logiciel, qui font que on arrive sur un logiciel qui devient presque complet en fait. On n'a pas besoin forcément d'avoir des outils tierces. Si on veut aller très très loin dans la vectorisation, bien sûr, on ne va pas travailler avec XS, on va d'abord travailler avec Illustrator, avec Inkscape ou d'autres produits. Donc voilà, j'ai cette image-là. On a dit qu'on pouvait l'éditer pour enlever la baguette magique. Donc ça, c'est vraiment magique. Ça marche vraiment très, très bien. On peut faire une gomme aussi en définissant la taille. On se dit, non, nous, on ne voit pas ça ici. On va l'enlever parce qu'en fait, on va mettre un texte qui va apparaître dedans ou une image derrière, en fait, qui va arriver. Et donc là, on fait enregistrer. Voilà, on a notre image et en fait, notre texte qui va passer à travers. Donc si j'ai ma photo, on va pouvoir mettre une deuxième photo ici d'un visage ou je ne sais quoi. Et en fait, on verra bien les yeux ici, par exemple, du visage. Et on va empiler les images, les objets, les calques. Enfin, on gère derrière en termes de conception. Voilà pour l'édition, on l'a vu. Alors, le flou, c'est la tolérance, en fait, qu'on va donner. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut quelque chose de très, très tolérant? Enfin, il le fait en automatique, ça fonctionne bien. Après, vous pouvez le régler si jamais il y a des perturbations sur l'image. On va pouvoir appliquer un filtre. On a un exemple ici, voilà, une photo classique. Est-ce qu'on veut la passer directement en grille? Donc, en fonction des matériaux sur lesquels on va graver, ça, pareil, il y a des référentiels qui existent là-dessus qui vous disent exactement ce qui est préférable. Nous, ce qu'on peut retenir, c'est surtout que, on sait faire du noir et blanc, on sait faire de l'embossage. Donc, l'embossage ou embossement, en anglais, c'est prendre en fait une médaille et avec une F1 Ultra comme celle qui est derrière, on a la possibilité en fait d'enlever de la matière, d'enlever carrément du métal, de le vaporiser et de faire en fait comme une pièce de monnaie par exemple avec un relief. Et ben ça, on va pouvoir le faire directement ici. En termes de rendu, hein. Ça revient à ça. Avoir un rendu bande dessinée, un dessin au trait, etc. Donc voilà, ça c'est des filtres que vous appliquez, donc, qui permettent d'avoir un rendu un peu différent. Le traçage, donc ça c'est très important. C'est quand on va prendre cette image pixelisée, comme je l'ai dit, si jamais je la zoome à 1500%, on va avoir forcément une image qui va être déformée avec des pixels qui vont apparaître, qui vont être disgracieux, qui vont pas donner un bon rendu. Et ben, on voudrait récupérer par exemple le contour de cette montagne, mais on ne voudrait pas tout ce qui est au-dessus là. Donc on pourrait prendre la gomme et puis aller l'enlever, ça serait peut-être le plus rapide, parce que là on voit que c'est bien détouré. Mais on peut aussi s'amuser à faire le traçage de l'image. Et le traçage d'image, en fait,
si on veut juste graver uniquement les contours et récupérer, on ne veut pas forcément aller faire le noir à l'intérieur, là, on va avoir la possibilité d'avoir, vous voyez, un traçage automatique. Il a repéré en fait les différences de contraste entre le blanc et le noir, et il a fait ces tracés en fait qu'on va pouvoir récupérer, qui vont être calés dessus et qu'on va pouvoir prendre et déplacer. Je touche à rien, je laisse tel quel pour vous montrer. Je prends ici ce qui est au-dessus, donc c'est-à-dire notre tracé, et si je l'enlève, vous voyez, il est déjà tout fait. Donc si on devait refaire ça à la main, c'est un temps pas possible. Là, au moins, on a la possibilité sur une image très simple. Celle-là, elle n'est pas très complexe, mais il y a quand même pas mal de tracés. Mais il y a des images qui sont hyper complexes, et ben on va pouvoir les vectoriser et reprendre uniquement ce qui nous intéresse à l'intérieur. Donc là, en fait, on n'est que sur des tracés, donc des images vectorielles avec des tracés qui sont fermés. D'accord? Ça veut dire que là, si je décide de graver, tous les tracés étant fermés, donc là, on va voir que là, ici, on sera sur du noir. Là, à l'intérieur, on va avoir du blanc. Donc, si on lui dit, maintenant, ça, tu me le mets en gravé, il va effectivement me graver uniquement cette partie-là, qui va être à l'intérieur en noir, à l'intérieur des tracés. C'est pas clair, Alison? Si, 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 si. Si, tu me dis, hein. Après, c'est de refaire, en fait. Là, c'est de Ouais, retenir. il faut qu'on le fasse après. De toute façon, on fera un peu une passe individuelle, il n'y a pas de souci. Donc voilà le principe. Je reviens sur graver le contour. Vous voyez, quand on a fait vectoriser, hein, on a fait tracer l'image, ça veut dire vectoriser, et ben en fait, il nous a mis un grand cadre tout autour. Ça, c'est le vecteur principal, donc c'est le tracé extérieur. Mais à l'intérieur, il y a tous ces petits tracés qui sont fermés, qui va arriver à nous faire en noir ou autre. Et ben en fait, moi, si je voudrais supprimer cela, par exemple, ou en supprimer quelques-uns, vous voyez, je peux pas les sélectionner. C'est un ensemble, en fait. Mais par contre, si je fais un clic droit ici et que je demande de dégrouper tout ça, et que je désélectionne, maintenant, je vais pouvoir me déplacer et sélectionner celui que je veux. Donc, je peux très bien dire ça, par contre, c'est pas dans le dessin, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève, ça, je l'enlève, ça, je l'enlève. Voilà. Et on va pouvoir enlever ce qu'on a. Oups, je suis allé un peu trop loin. Donc là, on fait soit la flèche en arrière, soit sinon CTRL Z ou pomme Z. Et voilà, et on supprime ce qu'on n'a pas besoin et ce qu'on voulait enlever. Ou alors, on peut même faire un double clic dessus et se dire, on est sur du vecteur. Donc, le vectoriel, on peut très bien dire ça. Par contre, je voulais que ça soit comme ça plutôt. Donc, ça peut être la truffe d'un lion, ça peut être n'importe quoi, en fait. On peut imaginer plein de vecteurs à modifier. OK? Voilà pour les images. Autre chose, donc filtre, l'ajustement. Donc là, on va pouvoir ajuster en fait différents paramètres qui vont donner en fait un résultat différent. Alors, pas sur un tracé, on va aller plutôt ici, sur l'ajustement. Donc là, on va travailler sur l'acuité au niveau visuel, donc quelque chose qui va être plus ou moins flou et plus ou moins net. Vous voyez, le rendu. Donc en fonction de l'effet qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une saturation plus forte ou moins forte? Alors on est sur du noir et blanc, donc il y a moins d'impact. La luminosité, donc le blanc devient très noir, et l'inverse, le noir devient très blanc, dès qu'on met beaucoup de luminosité. Donc forcément, là, on est sur quelque chose d'intermédiaire, on restera à 0. Il faut toujours aller graver un tout petit peu plus, enfin en fonction des matériaux quand même, malgré tout, mais il faut quand même, faut pas hésiter à avoir un rendu un peu sombre à l'écran pour avoir un rendu qui soit efficace côté gravure. C'est pas vrai dans tous les cas de figure, mais c'est quand même, enfin moi ce que je rencontre le plus souvent, quoi. Possibilité de bouger le contraste, possibilité de changer les nuances de gris s'il y a plus ou moins de gris à l'intérieur de l'image, et de pouvoir faire une inversion. Alors ça va être très important, c'est que quand on veut graver par exemple sur du bois, du contreplaqué, on voudrait graver cette montagne, et ben effectivement le noir là, on voudrait qu'il soit bien gravé. D'accord? On veut que le noir apparaisse et ressorte. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir du noir ici si on est sur une ardoise? Bah, du coup, ce noir-là, vu que l'ardoise est déjà noire, bah, on n'a pas envie de la graver en fait. On voudrait graver finalement plutôt ce qui est blanc. Donc si on fait ça, on clique ici sur inverser. Et là, dès que vous avez inversé, automatiquement, vous allez graver avec une inversion. Donc vous allez laisser la matière noire en fait en place sans y toucher parce que c'est déjà du noir. Et on va s'occuper du blanc pour pouvoir aller le changer. Donc c'est plutôt le fond en fait qu'on va enlever plutôt que l'objet. Donc il y en a plein qui se tirent un peu les cheveux en disant oui, mais alors est-ce qu'il faut faire une inversion si c'est sur une ardoise et si c'est sur machin. Pensez juste que si vous gravez sur du fond noir, il faut faire une inversion. C'est tout. Et juste ça à retenir en fait.
Si vous êtes sur du fond sombre, alors j'ai noir, ça peut être du bleu foncé, ça peut être du bleu marine, ça peut même être du clair si on veut quelque chose de très très. Mais en gros, si on a un matériau qui est plutôt foncé, eh ben, on fait une inversion et comme ça on est tranquille. Voilà, je pense que bon après recadrer, on peut recadrer effectivement l'image si jamais on voulait pas tout ça, on veut juste la montagne. Ok. Et ben, on va pouvoir recadrer comme ça, choisir des formats 4 tiers, etc. Et on a fait notre voilà, on peut faire conceptuellement ce qu'on avait envie de faire. Je pense avoir fait le plus gros ici. Et alors la dernière qui. Ouais, 13h24, on a encore un tout petit peu de temps. C'est bon pour vous? Ouais, ça le fait? Ok. Alors, il y a quand même une chose que je voulais vous montrer aussi au niveau des lecteurs. C'est que on a la possibilité de. Pareil, ça, c'est un concept sur la vectorisation, c'est les opérations booléennes. Donc, on sait prendre une forme et prendre une autre forme. Si jamais on les met toutes les deux, on sait faire en fait prendre l'union des deux, et ben, on ne la veut pas, ou on veut que conserver cette union-là, etc. Ou soustraire en fait une forme à une forme. Ça, c'est des opérations booléennes. Et c'est des choses qu'on va avoir à faire assez souvent. Parce que là, typiquement, quand on va avoir un cercle qui est fait pour pouvoir faire un. J'ai plus le nom, c'est pas un crève-cœur. Bref, il y a des formes en fait avec un cercle, un nom dedans, et puis des plumes qui pendent en dessous. Voilà, c'est des décorations, on en voit beaucoup, j'ai plus le nom en Ah, tête. c'est les attrape-rêves. Attrape-rêve, ouais, attrape-cœur, attrape-rêve. Et donc, bah, du coup, on a la possibilité de faire cette réalisation-là en mettant un prénom qu'on va positionner sur un cercle. Mais à un moment donné, on veut pas enlever l'intérieur du prénom en fait dans notre cercle, hein, parce que sinon bah, ça va pas tenir en fait. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a soudé en fait. Donc souder, il sait le faire sur des caractères, il arrive à le faire. Et ben là, on va faire exactement la même chose, mais avec des formes qu'on fait nous. Donc typiquement, quand on va prendre, on va aller dans les formes ici. Je ne vais pas m'attarder très longtemps, mais c'est important quand même d'avoir le principe. Alors, il y a un truc qui est bizarre aussi sur XCS, c'est quand vous sélectionnez une forme, là j'ai pris un cœur par exemple. Le cœur, dès qu'on a cliqué dessus, on se dit bah, c'est bizarre, il apparaît pas. Donc on clique une deuxième fois, troisième fois, mais il vient toujours pas. Et en fait, c'est pas ça, c'est voilà, quand vous êtes au milieu, chaque fois qu'on clique ici, et ben en fait, ils viennent s'empiler là. Donc si j'en ai un, en fait j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq, et en fait j'en ai 15 000. Donc voilà, il faut savoir que quand vous sélectionnez une forme, elle vient se mettre systématiquement ici, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. Donc nous, on voudrait faire ça par exemple, mais on aurait bien aimé que le bas, ici, ce soit par exemple un. Ou ça, tiens, allez, on va prendre un polygon. Voilà. Voilà la forme qu'on voudrait. Et on voudrait découper ça. Mais sauf qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir l'intérieur. Donc là, à un moment donné, il va falloir faire une opération booléenne. Donc si on sélectionne deux vecteurs, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, peu importe, on sélectionne plusieurs vecteurs, on va pouvoir dire à XCS, maintenant tu travailles pour me faire une combinaison. Donc tu vas lier les deux. Donc si on fait lier, je clique dessus, voilà ce qui se passe. Il a bien lié les deux, et en fait, bah, il a fait une soudure comme on l'a fait tout à l'heure pour les lettres. On est d'accord? Ensuite, on a la possibilité de resélectionner les deux. Et ici, on va pouvoir soustraire. Ça veut dire qu'en gros, sur la première forme qu'on a mis, on va soustraire la deuxième. Donc on avait un cœur, on a positionné une deuxième forme par-dessus, et on lui dit maintenant tu m'enlèves cette deuxième forme de la première. Et bien effectivement, il a pris le cœur et il a enlevé la forme qu'on n'avait pas besoin. Et il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Donc il y a un peu de logique à avoir pour retrouver un peu ces formes-là. Après, de toute façon, il faut les tester, hein, il y en a quatre. Hein. Là, ici, on est sur le chevauchement, donc on va lier, mais uniquement sur le chevauchement, donc on va garder l'union en fait simplement des deux, ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas garder l'ensemble moins l'union, on garde l'union et on enlève le reste. Donc on peut mettre deux formes voilà, un peu complexes et puis on va garder uniquement ce qui nous intéresse. Et la dernière, on est sur la soustraction du chevauchement. Et là, on n'a pas d'impact. Je vais vous le remontrer après ça sur un autre exemple. On va le voir après les grilles. Bah justement, les grilles. J'ai fini la partie forme, j'ai fini la partie vectorisation, c'est les grands concepts, les grandes lignes. Voilà. Mais maintenant, après, il faut aller plus dans le détail et puis il faut les travailler. On a dit tout à l'heure que si on voulait graver par exemple sur du contreplaqué, ben, on n'aura pas le même rendu en fait si on est sur une vitesse rapide ou lente et sur une puissance qui est faible ou élevée. Ça revient à la grille de test qu'on a vue tout à l'heure, la petite grille avec toutes les petites formes. Et ben en fait, XCS ça fait un truc sympa, c'est que vous prenez une forme, on va dire le cœur, parce que c'est quand même plus rigolo.
que de faire des bêtes carrées. Voilà. On prend ce cœur-là et donc on lui donne une taille raisonnable, parce qu'après, on va en faire plusieurs, d'accord? Et on va regarder, en fait, on va faire varier la vitesse et faire varier la puissance, de manière à se dire, tiens, quel est le rendu que j'ai besoin, enfin, le rendu que je souhaite, quel est le couple, en fait, de puissance et de vitesse que j'ai besoin. Donc, on prend une forme ici, et on va retourner dans les applications qu'on a vues tout à l'heure, donc les raccourcis, en fait, et vous vous souvenez, la matrice d'essai du matériau. Donc, on a juste à prendre une forme, et on clique ici. C'est tout ce qu'on a à faire. Et on a fait la grille. Après, on peut aller un peu plus dans le détail, on va aller regarder. Je vais laisser à fait comme ça, je ne touche pas, je laisse tel quel. Donc là, il vous met directement les titres en plus, hein, en disant, on est sur de la gravure, ici, d'accord? Enfin, gravure ou découpe, hein, on va faire un contour. Donc il va reprendre ce qu'on a, l'objet d'origine, et je vais le refaire. Je le reprends ici, je reprends un cœur. Je vais le mettre là. Ça, on va supprimer, et ça, on va le mettre un peu petit. Donc, les deux. Hop. Donc on a ce cœur-là. Si ici on lui dit je veux graver le contour, on va faire une grille de test sur la gravure du contour. Mais on peut dire très bien, je veux graver complètement l'intérieur. D'accord? Et on va faire évoluer la vitesse et la puissance pour voir les impacts qu'on a en termes de gravure. Donc on a choisi notre mode. On retourne dans les applications et matrice d'essai du matériau. Et là, il va nous faire vous voyez, notre grille de test sur la gravure. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette grille-là, en fait, XCS a pris deux paramètres, comme je disais, la puissance et la vitesse. Et on peut lui donner la puissance mini et la puissance maxi, qui va faire varier, et la vitesse mini, la vitesse maxi, qui va faire varier. Après, on lui donne un nombre de colonnes et un nombre de rangées, et puis quel espace en termes de millimètres on voudrait entre chaque pièce. Donc, généralement, quand on veut gagner un peu de matière, c'est pas la peine de mettre 3 mm. Hein, si on fait 10 grilles de test, x 5, machin, ça fait 50, x 10 grilles, ça fait 500. On a gagné quand même on peut gagner une plaque assez rapidement. Donc, ça sert à rien de perdre de la distance pour rien. On a fait cette grille de test et on est resté sur du 5 par 5. Donc, ça nous donne, en fait, ça nous fait varier la vitesse de 22, quasiment 22-23%. Et puis après, là, on voit la puissance, et là, on voit la vitesse sur la gauche. Ah oui, non, je ne peux pas me déplacer. Ça, c'est ce qui va être la base pour aller voir quelle est la puissance qu'on a besoin entre 10 et 100%. Sur la première, on peut le laisser comme ça. On va avoir un rendu qui va être, on va quasiment rien graver. Si on a une très faible puissance et une très faible vitesse, on va quasiment rien graver. Très faible puissance et une grande vitesse, on ne va rien graver. Si par contre on a une très forte puissance et une vitesse qui est très très lente, donc ici, on va tout brûler. D'accord? Donc ça veut dire que là, on va très vite et on grave quasiment pas, donc ça va être très très neutre. Et plus on va descendre comme ça en diagonale, plus on va avoir quelque chose qui va être très très marqué, voire brûlé carrément. D'accord? Donc il faut être raisonnable en fonction des puissances mini et des vitesses mini. Les puissances maxi, je veux dire, parce qu'en fait, ça va avoir un impact sur si on le fait sur du papier, par exemple, se mettre à 100% et une vitesse de 2, on va foutre le feu, quoi. Enfin, ça sert à rien. C'est pas judicieux. Donc, il faut quand même être un peu vigilant par rapport à ça. Mais c'est bien d'avoir une fourchette très très large sur la première, en fait, première grille de test. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre compte que, on l'a vu tout à l'heure, il faudrait en avoir une même sous les yeux. C'est qu'on a, admettons, un choix qui va s'orienter entre 33 et 55, par exemple. On se dit, ouais, là, sur ces deux-là, on est plutôt bien, et les deux du dessous aussi. Donc, en fait, moi, c'est ma façon de faire, c'est de cibler quatre éléments en fait, qui correspondent globalement à peu près à ce que vous voulez faire. On se dit, voilà, la vérité, elle est là-dedans, elle est dans ces quatre-là. Prenez-les en quatre, hein, qui fassent vraiment un carré, d'accord, hein, qui soit côte à côte, un limitrophe, et puis qui fasse un petit carré. Donc, si on se dit, c'est ces quatre-là en fait, qui nous intéressent, on sait que la puissance, il faut la faire varier entre 33 et 55, et la vitesse entre 150 et 300, quoi. 33, 55 et 150, 300. Et en fait, on peut le faire directement ici, sur la deuxième. Une fois qu'on l'aura fait une première fois, on en relance une deuxième. C'est pour ça que je vous disais 2 grilles de test, pour moi, c'est l'idéal. 33, 55, admettons, et on a dit 150 et 300. Ça sert à rien d'aller se mettre à 600. On sait que globalement, on ne grave plus rien, il n'y a plus de vitesse. Même au-delà de 300, ça y est, c'est neutre.
ça ne sert plus à rien, on voit que ça ne grave plus. Et ben on va resserrer, faire un effet focus et un effet macro en fait sur les résultats qu'on a déjà obtenus. Et là, on va avoir un résultat, regardez comment on descend là, entre 39 et 44. Alors on pourrait même voilà, se dire, on sait que de toute façon c'est 37, et puis voilà, 37 et 55. Et ben petit à petit, on va redescendre, on est à 4% près quand même, pour arriver à cibler vraiment le résultat vraiment qui est optimal, qui correspond pleinement à ce que vous voulez, pour que vous soyez pleinement satisfait. Ben, vous venez de trouver quand même la puissance au pourcent près et la vitesse, pourquoi pas, au 10 mm par seconde près. Donc on arrive sur quelque chose de très très fin et qui vous permet vraiment d'avoir le résultat optimal. OK pour la grille de test? Mais une fois que vous avez fait ça, je pense que ça peut être bien de... Alors, on peut le laisser comme ça, mais vous pouvez aussi... on peut dégrouper ces grilles de test. Parce que là, si je la sélectionne, je ne peux pas prendre un cœur, par exemple. Mais on peut faire... On sélectionne tout et on fait dégrouper. Et là, on va pouvoir sélectionner uniquement une forme. OK? Il faut faire attention à une chose juste, parce que pas mal de gens se font avoir avec ça. Voilà. On a généré la grille de test. Donc, chaque périmètre, si jamais je refais, je vais vous le remontrer, dégroupé, et j'en prends un ici, celui-ci là qui est à 55 et 188, vous voyez, il est bien paramétré pour être en 55, 188. Ça veut dire que XS se débrouille pour aller faire directement les bons réglages. Si vous voulez le faire à la main, ça, il y en a pour je ne sais pas combien de temps. Et en fait, pareil, j'ai une utilisatrice qui avait fait une fausse manip, et ce qui fait que tout s'est remis en fait à une puissance et vitesse identique. Et à chaque fois, en fait, elle croyait qu'il fallait le faire manuellement. Elle allait ici, elle allait changer 37, elle mettait 150, etc. Donc elle a tout refait à la main, à chaque grille de test, sur tous les matériaux. Donc c'était un temps colossal. Et en fait, ça part juste d'une bêtise à la base. C'est que quand on a ça qui est paramétré, qui est donné, si jamais ici je dis, tiens, je vais aller, donc c'est pour de la gravure, on était sur de la gravure, on dit tiens, j'aurais bien mettre à puissance 44, mais là on a tout passé en 44, donc on a flingué complètement notre grille de test. Vous voyez là, tous les objets qui sont sélectionnés sont passés à 44% de puissance. Donc maintenant, si je désélectionne, enfin des groupes, désélectionne ensuite, c'est 44 pour tout le monde, quoi. Donc forcément, là, il faut tout refaire à la main. Donc autant tout supprimer puis refaire. Ou revenir en arrière avec le CTRL Z ou pomme Z. Y arriver, tac. Voilà, et pour finir sur le menu contextuel qu'on a ici, parce que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, on a la possibilité, donc avec un clic droit, d'avoir un menu contextuel qui va s'afficher par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc vous avez sélectionné là, ici, un groupe de vecteurs. Il vous dit sur ce groupe de vecteurs, voilà ce qu'on peut faire. On peut le couper, copier, coller, effacer, donc ça vous connaissez. On peut sélectionner un objet, et ça va être intéressant, c'est que quand on va être sur, comme je l'ai dit, des objets qui vont être empilés, si en plus ils ont été nommés dans les calques, ici, on les a nommés en disant ça c'est le cœur, ça c'est la laisse du chien, ça c'est puis la photo et ainsi de suite, un arbre, etc. Donc là vous nommez tout. Vous allez pouvoir faire un clic droit ici et faire sélectionner un objet. Et là vous allez avoir la laisse du chien, le cœur, etc. Tout va être affiché ici. Donc ça permet d'aller très très vite pour aller sélectionner un objet. Et ça c'est une problématique de certains logiciels de dessin qui n'est pas traité. Là, ils l'ont traité en faisant ça. Donc ça, c'est intéressant. Organiser, pareil, on va donner en fait un effet de profondeur. Est-ce qu'on se met devant ou derrière tel objet? Donc on va pouvoir avancer et reculer pour avoir un effet différent. On peut grouper, dégrouper, ça vous l'avez vu. On peut verrouiller, déverrouiller. Donc ça veut dire que quand on est ici, hop, on peut se dire, ça, c'est mes gabarits en fait, ça. Donc là, moi, j'ai creusé tout ça dans du bois. J'ai des petits cœurs en porte-clés. Et en fait, je les mets dedans. Et en fait, on va venir graver directement à l'intérieur. D'accord? Et en fait, on a la possibilité ici de dire ça, maintenant, je vais le verrouiller. Parce que je n'ai plus le droit d'y toucher. Si j'y touche et que je le déplace, et du coup, mon gabarit n'est plus bon, en fait, il est mal positionné. Et là, en fait, on l'a verrouillé, donc maintenant, il n'est plus utilisable. On est obligé de recliquer, faire un clic droit et de refaire encore verrouiller, déverrouiller. Ou les raccourcis, du coup, qu'on a ici, pomme L, pomme option L. On peut afficher ou masquer. Donc ça, on ne veut plus le voir. Mais pour autant, il est encore là. On voit qu'il est masqué. Et on a le petit raccourci qui fait ça, ici. Masquer, démasquer. Vous voyez? Qui s'affiche. Et on a aussi le verrouiller qui est là. Et là, on ne peut plus l'attraper. OK?
Dernière chose autrement, c'est sur la partie, c'est juste un interrupteur qui est positionné là-haut. En fonction des calques qu'on va avoir, donc on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 calques, on n'en a qu'un seul. On peut aller dire ce calque-là ou cet objet-là, en tout cas la sélection de tout ce qu'on a fait comme objet en sélectionnant un calque, il prend tous ces objets, ou la sélection que vous avez faite, peu importe, on veut qu'il soit ou non envoyé vers le laser. On peut très bien lui dire ça, je ne veux pas que tu l'envoies vers le laser. Et en fait, on a laissé que le percement. Donc ça veut dire que quand on va lancer, on va voir que le percement qui va s'afficher. D'accord? On lui a demandé de ne pas envoyer vers le laser, on a enlevé la sortie, en fait. La sortie, c'est donc ça. On a enlevé la sortie de cet objet-là et de celui-là. Donc pensez bien, si jamais il y a quelque chose qui ne se grave pas, c'est soit que la puissance doit être à 1, soit sinon, vous ne l'avez pas activé en sortie. Donc ne pas l'activer en sortie, et ça peut être intéressant quand on veut faire un petit gabarit de dessin, en fait, qu'on va positionner nous sur le fond, et on se dit, bah voilà, on sait qu'on veut faire une image, un portrait par exemple de quelqu'un, on sait que ça va être sur un disque par exemple qui va faire 10 cm ou 100 mm. Donc en fait, on va prendre ce cercle-là, ici, on va faire un cercle. Il est là. Et on va lui demander de faire, je vais vous le remontrer ça aussi, 100 mm par 100 mm. Voilà, là on a notre gabarit en fait pour pouvoir mettre notre image. Et ben on peut très bien se dire ça, par contre, on le verrouille, parce qu'on ne veut pas pouvoir le sélectionner, on va travailler dessus comme si ça avait déjà été dessiné. Et là on va pouvoir ensuite, pourquoi pas, importer une image qu'on va pouvoir positionner directement dans notre gabarit. Et on se dit, bon tiens, c'est ça qu'on voudrait. On voudrait par contre enlever avec la baguette magique le fond. Voilà. Et là, on a positionné. Alors, on peut même dire, bah, entre ça, maintenant, on va le déverrouiller. On va prendre les deux, hop, ici. Et on va lui dire, maintenant, ces deux pièces-là, tu vas pouvoir me les centrer, aligner au centre. Voilà. Et là, on est cohérent. Je finis avec ça. Donc, quand on sélectionne une forme ou un objet, je vous ai parlé tout à l'heure de ça pour positionner, faire les rotations, etc. Je ne suis pas entré dans le détail là-dessus, sur ces éléments-là. C'est la position en X, donc à gauche-droite de cette image-là. Donc si je la positionne à 200, ça va se décaler vers la droite. Hop. Et ensuite, positionner en Y, donc en haut et en bas. Donc pour pouvoir positionner, donc là, ça vous permet d'avoir des repères et de se dire, tiens, ok, on est à 161 mm du bord, enfin du point 0 de la machine, et à 123 du point 0 en gauche-droite. Là, c'est bon, mal traduit, mais en gros, c'est la largeur et la hauteur. D'accord? Donc là, si on prend le cercle, forcément, on a une largeur de 100 et j'ai mis une largeur de 100. On est d'accord? Puisque c'était un cercle. De base, voilà, il est positionné comme ça. Quand vous faites un cercle ou un disque, vous allez pouvoir l'étendre comme ça. Et si jamais vous voulez le passer en cercle, on se rend compte que quand on va le sélectionner ici, il fait bien 100 de hauteur, mais il fait 128 de largeur. Donc le 128, on va le passer à 100. Sauf que quand j'ai fait ça, il m'a baissé la hauteur. Il m'a gardé la proportionnalité en fait des deux. Il faut juste enlever ici, il faut penser à enlever la proportionnalité pour pouvoir changer la largeur. Oups, changer la largeur sans que ça bouge la hauteur. Et réciproquement. Ok. Et quand c'est positionné là, ici, donc si je fais un déplacement, enfin une modification pardon, de la taille par le coin ici, il va verrouiller le coin opposé pour pouvoir avancer. Vous voyez. Le côté opposé, il est verrouillé. Si par contre tout est aligné au centre, il vaut mieux passer par là. Alors avec les proportionnalités par exemple, si on est voilà, on veut garder ces proportions entre les deux. Il faut penser que quand vous vous déplacez là, c'est calé sur une grille en fait. Hein, donc forcément, on n'arrive pas à faire entre les deux. Paf, on ne peut pas se décaler. Là, si vous vous décalez ensuite à la flèche gauche, flèche droite, donc vous vous décalez avec vos flèches directionnelles. Là, vous vous décalez au pixel près. Vous voyez, c'est super précis et ça permet vraiment d'aller très finement, quoi. Ok. Et donc, on va prendre notre. Ah.
Bon, mettons ce. Oh, j'arrive pas à le sélectionner. Voilà, là, je suis en proportionnalité, donc ça veut dire que si j'augmente ou que je réduis, il va me le faire par rapport au centre. Là, si je le fais là, ici, il me le fait par rapport au point opposé. D'accord? Ça, c'est des choses aussi à retenir. Ça évite d'à chaque fois tout déplacer et puis de se retrouver avec des choses qui sont plus concentriques ou autres. D'accord? Hop. Là, on a fini et on va pouvoir aller sur la gravure et voilà, ça sera fini pour aujourd'hui et on est dans les temps. Donc l'encadrement, on l'a vu, le déplacement, on l'a vu. Ensuite, donc, dès qu'on est prêt, dès qu'on a bien choisi ce qu'on voulait sortir, pas sortir, etc., vous vous souvenez, il faut bien prendre le focus. D'accord? On vérifie ce qu'on veut graver, on fait le focus, comme ça on sait comment on va le graver. Alors, on peut commencer à marquer si on veut le positionner ou récupérer l'arrière-plan avec la photo si on a besoin d'aller plus loin. Et ensuite, on est prêt, on envoie directement avec le bouton vert. Le bouton vert, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une prévisualisation et il génère en fait le fichier de texte qui contient toutes les commandes en fait du graveur pour dire tiens, tu te mets à telle puissance, tu vas à tel endroit. Et il va commander les moteurs pour pouvoir faire les déplacements qu'on a besoin. Là, on a la possibilité de zoomer pour voir un peu ce qui se passe, hein, donc comme auparavant, ou zoom ici, ou revenir à la taille fenêtre. Donc voilà ce qui va se passer. On voit des déplacements aussi en rouge. Donc ceux-là, ils seront pas marqués. En fait, ça, c'est les déplacements du laser sans puissance. Donc si on veut l'enlever, voilà, là on ne les voit plus, ils ne nous embêtent plus. Sinon, ça vous donne les trajectoires. Et là, ce qui est très important, c'est qu'ils ont rajouté en fait un temps estimé de travail, de gravure et de découpe, qui est plutôt bien respecté, parce qu'en fait, ils n'ont pas pris en compte uniquement la vitesse qui a été demandée, parce que on est d'accord que quand vous allez graver en fait à 100 mm/s, par exemple, il va faire du 100 mm/s. Quand il va revenir en arrière, à un moment donné, il faut qu'il ralentisse sa course pour pouvoir s'arrêter et repartir. Donc on a des ralentissements et des accélérations. Si jamais vous faites tout à 600 mm/s, bah, il va forcément faire que des ralentissements tout le temps. Et à un moment donné, l'accélération rentre beaucoup en ligne de compte dans le calcul, en fait. Et ils ont pris en compte la vitesse et l'accélération, tout ça pour dire que le temps est plutôt bien cohérent et réaliste. Donc si on fait de lecture ici, il ne va rien graver du tout, on est toujours en prévisualisation, et là il nous montre ce que va faire le graveur en temps réel. Donc là il ne se déplace pas, hein. Voilà, mon graveur ne bouge pas, mais par contre on voit vraiment la tête, ce qu'elle va donner, et comment elle va graver, et dans quel sens ça va le faire. Vous vous souvenez l'ordonnancement de dire est-ce que je veux graver avant couper, est-ce que je veux d'abord graver ça, puis ça après. Bah, ça permet justement de se rendre compte, de se dire tiens là il y a un truc qui ne va pas, je le modifie. Donc là, on voit la tête du laser qui se déplace. On peut se dire, bon, c'est un peu long, on va l'augmenter un peu. Et on peut augmenter la vitesse. x2, x3, x5, x10, x20, x40. Donc là, ça va très très vite. Et là, c'est 40 fois. Donc là, en 26 minutes divisé par 40, on aura le résultat. Donc là, il est avec les bonnes puissances. Est-ce que ce sera tout? Donc, trajectoire laser, on l'a vu. L'encadrement. Donc, on l'a vu l'encadrement tout à l'heure. Cadrage terminé. Là, c'est le déplacement. Et ensuite, on lance la gravure directement ici. Quand on fait démarrer, donc je ne vais pas aller jusque-là, parce qu'après, derrière, voilà, la formation est finie. On fera peut-être des tests machine après, plus à la limite sur des tutos ou autres. Mais quand vous faites démarrer ici, ça va prendre ce fichier-là qui est en train de s'exécuter. Donc ce fichier G-code, en fait, il est pris, il est envoyé à la machine. Donc soit via le câble USB, soit le Wi-Fi. Et il est stocké sur une carte SD, une carte micro SD, en fait, qui est du stockage temporaire dans la machine, qui est juste là pour stocker le dernier projet en cours. D'accord? Et avec ce dernier projet en cours, bah, si vous avez fait votre projet, vous éteignez le laser, vous éteignez votre PC ou votre Mac, votre tablette ou autre, hein, vous revenez 2 mois après, puis vous dites, tiens, j'ai besoin de refaire la même chose, vous remettez du bois, enfin du matériau, vous allumez le graveur, vous appuyez sur le bouton pour relancer la gravure, il va relancer le dernier job. Celui qui est sur la carte SD, en fait. Il est stocké temporairement, donc vous pouvez le relancer plein de fois sans avoir besoin du PC. Tout ça pour comprendre que la carte SD, bon, ça reste une carte de mémoire un peu volatile qui a une durée de vie. Et voilà, s'il y a un problème sur la carte SD à un moment donné, ça peut être des problèmes de stockage de fichiers ou des gravures qui se passent mal. Ça peut être la carte SD qui est en cause. Donc c'est vraiment une carte de stockage temporaire. Donc dès que vous avez fait ça, ça envoie ça envoie le travail en fait prêt à exécuter au niveau du graveur, mais vous n'arriverez pas à le démarrer le travail si vous n'êtes pas devant la machine. D'accord? Donc là, si je fais démarrer ma machine qui est dans mon atelier, qui est à l'autre bout, il est en train d'envoyer le fichier là pour l'instant. Et là, vous voyez, ça a bipé
elle est prête. Si j'appuie, là, par contre, ça va démarrer. Mais il va falloir aller faire une intervention humaine, physique, sur la machine pour pouvoir démarrer. Donc, c'est une question de sécurité, quoi. Et voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à continuer pour aller au bout de la gravure. Donc, c'est ce que je ne vais pas faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, de mon côté, j'ai fini. Alors, Est-ce que ça vous paraissait clair? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à détailler plus? Est-ce que ça mériterait notre... ça mérite de regarder la vidéo à nouveau parce que c'était dense, donc je suis bien content qu'on l'ait enregistré, très franchement. Donc déjà, merci pour ça. J'avais une question. Quand tu récupères un SVG qui existe déjà et Oui, qui a été préparé avec de nombreuses couleurs, par exemple dans l'intention de le passer sous Lightburn, oui. comment tu globalement fais? Tu vas récupérer un fichier SVG qui va avoir en gros des vecteurs à l'intérieur et qui vont avoir déjà des couleurs. C'est à toi de Ouais. repasser par groupe de couleurs manuellement pour aller dire ce que tu fais dessus, en gros comme tu fais sous Lightburn, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ça revient à la vectorisation. Admettons, tu vois, ça peut être tout à fait ça, hein, celui-ci, tracer l'image. Tu vois, Alison, du coup, la Oui, problématique? d'accord. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, là, si on a admettons, ce tracé vectoriel dont tu parles, lui, il serait déjà colorisé, en fait, dans ce que tu me dis. Et ben, en fait, on a la possibilité de faire simplement dégrouper. Alors, il sera peut-être déjà même dégroupé, toi, hein, si tu l'importes directement depuis ton. Si tu l'as exporté directement SVG, il peut être dégroupé de base. Sinon, tu le dégroupes. Et puis, en fait, bah, il va falloir coloriser ces formes-là. Alors là, bon, forcément, c'est un boulot de titan vu la forme. Mais tu ferais la même chose sur Lightburn, quoi. Il va falloir après dire, bah, ça, je veux une puissance Intel et une vitesse Intel pour pouvoir avoir, par rapport à la grille de test, une D'accord. réaction thermique, par exemple, sur de l'acier, Sous qui va donner une Lightburn, en couleur. gros, tu vas mettre des couleurs dans un ordre donné pour lui donner des indications à faire, en commençant d'abord par la gravure, et puis après par le contour, et puis après par la découpe, et tu les mets dans C'est un ça. ordre précis. Enfin, tes couleurs, elles sont généralement un peu, comment dire, je cherche le mot en français, elles sont un peu calibrées par défaut, et tu sais que Ouais. typiquement sur une type de machine donnée, enfin c'est la façon dont pas mal de gens l'utilisent, en fait, des Protec ou Mm. des choses comme ça. En fait, tu sais que le noir, tu vas tout le temps t'en occuper. Donc tu as préparé tes fichiers, ou les gens ont préparé des fichiers de telle façon que des couleurs correspondent Mm. à une action particulière que tu veux faire. Donc là, si tu J'entends, ouais. récupères un fichier qui a déjà pas mal de couleurs à l'intérieur, globalement, tu vas aller lui dire tous les bleus qui existent, par exemple, tu vas lui donner un ordre particulier à faire, quoi, c'est ça? Oui, c'est Et ça. c'est C'est ça, en comme. fait. Ouais, ça, tu vas pouvoir le définir directement sur les calques, ici. Ouais. Parce qu'on va reprendre les calques, en fait. Le même principe de calque, en fait, tu vas faire un clic droit, puis tu vas dire, bah voilà, je vais l'attribuer, en fait, à un calque. D'accord, donc tu vas D'accord? sélectionner des formes qui sont à l'intérieur, tu vas les mettre sur un calque et ensuite tu vas lui dire ça c'est telle couleur, de telle façon que tu t'aperçois visuellement que tu as bien pris les bons objets, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et tu vas les retrouver ici. Et l'avantage, c'est que tu peux même, en plus, alors, je n'ai pas de souvenir sur Lightburn, il me semble pas que tu puisses avoir la liste des objets et pouvoir les renommer. Mais pour être franc, j'utilisais 100% Lightburn, j'étais full Lightburn avant. Et j'utilise vraiment de moins en moins, quoi. Si ce Ouais. n'est quasi plus, quoi, en fait. Et typiquement là, bon je vois j'ai une découpe à faire par exemple que j'ai en tête là ici. En fait c'est un jeu de plateau qui a Oui, de nombreux trucs qui ont des gravures, qui ont des choses à découper comme ça. Simplement il y a beaucoup plus de couleurs que d'actions qui devraient être faites à l'intérieur. Typiquement, tu vas avoir trois grands types d'actions, hein, c'est-à-dire que tu vas graver, tu vas faire un peu de contour en très simple, et puis tu vas découper. Et donc en gros, trois oui. couleurs suffiraient. Simplement dans ce fichier, par défaut, parce que je ne sais pas comment ils l'ont gaulé, enfin ceux qui l'ont créé au démarrage, tu as une bonne douzaine de couleurs. Donc tu vas les regrouper en fonction des actions que tu voudrais faire, quoi, en gros, c'est ça. En fait, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que tu peux le gérer à l'objet. C'est-à-dire que tu peux même tout mettre sur la même couleur et puis te dire, bah tiens, je vais prendre le contour, celui-là, je mets telle puissance, telle vitesse. À l'intérieur, je vais prendre ça, telle puissance, telle vitesse. Tu peux faire tout sur la même couleur, c'est-à-dire sur le même calque. Tu peux aussi après te dire, enfin moi, ça c'est Enfin, plus le comme ça plus que je simple, fais. c'est de C'est l'organiser plus. par calque quand même, tel que tu l'avais dit Ouais, c'est précédemment, clair. c'est ça? C'est clair. C'est ça, c'est parce que si tu veux, à un moment donné, tu fais ta première gravure, puis tu dis, non, j'aurais peut-être quand même foncé un peu telle pièce ou tel endroit ou les contours intérieurs, bah, si tu l'as fait à l'objet, bah, tu es obligé de reprendre chaque objet, quoi. Alors que là, si tu les mets dans des calques, bah, tu fais un clic et tu modifies directement l'intégralité de ton plateau.
Donc oui, c'est ça en fait. Tu regroupes stratégiquement en fait tes vecteurs ou tes formes par calque. Et puis ensuite, après derrière, tu appliques les paramètres de puissance et de vitesse par calque. Ok, bon, je crois que je vois ce qu'il faut que je fasse alors pour tester sur ce fichier. Ensuite, c'est un fichier qui à la base était prévu pour imprimer enfin, c'était prévu pour imprimer sur des machines qui sont plus grosses, hein, notamment sur des Protec ou sur des choses comme ça, quoi. Et qui Ouais. avait un plateau ici, le plateau fait du 100 par 60. Donc en fait, c'est trop grand pour rentrer dans une S1. Donc Mmh. typiquement, comment tu fais pour t'en sortir à peu près dans ces cas-là? Tu vas prendre ton fichier, tu vas enlever toute une partie, enfin, tu vas le garder à la même échelle telle que ça devrait être découpé, mais tu Mmh. vas enlever certains morceaux pour le faire en gros en 2 ou 3 fois, quoi, sur 2 ou 3 plaques Ouais, c'est ça. différentes, c'est ça que tu ferais? Exactement, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, tu vas pas pouvoir faire autrement parce que là, en plus, on n'a même pas de convoyeur. Enfin, on est censé pas en avoir. Je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on en récupère, mais normalement, on n'est pas censé avoir de convoyeur avec la S1. Donc, de toute façon, on n'a pas la possibilité d'avoir des grandes planches qu'on va pouvoir passer comme ça dans le châssis. On est obligé de le faire en plusieurs fois, ouais. Donc après, en fonction de si c'est un portrait, par exemple, j'ai une tête de lion tout à l'heure, bah, c'est un peu plus compliqué sur de l'image comme ça d'aller couper, d'aller scinder. Voilà, c'est un Ouais, non, peu ça, c'est dans moins le cas simple. présent, Si c'est on le pas fait le sur cas. du sur un logo, par exemple, avec du lettrage, voilà, c'est beaucoup plus simple, hein. On va faire une lettre ou deux lettres ou trois lettres, et puis on les fait par deux ou par trois en fonction de ce qu'on a besoin, quoi. Ok, j'ai compris. Bon, Alison? Bah, faut pratiquer, il n'y a plus qu'à, parce que là, c'était un peu Ouais. du bourrage de crâne, donc C'est vrai? Ça a été trop vite ouais. ou pas? Non, bah après, on a l'impression de comprendre tout de suite quand on voit, mais après, C'est c'est bon de le signe. faire, en fait. C'est de Ouais, se souvenir où se trouvent les choses ouais, et non mais de se rappeler et de comprendre ce qu'on fait, en fait. ouais, c'est bah, ça. tout à fait. Ce qui est bien, c'est que ce soit enregistré parce que tu peux la repasser Mm, autant de fois que tu Ouais, c'est veux, ça. quoi, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un vrai intérêt de les faire comme ça. Parce ouais. qu'autrement, c'est vrai que c'est dense, quoi. Voilà. Ce qui est C'est ce qu'on normal, va hein. faire, ouais, tout à fait. Après, Alison, ce qu'on te demandera, c'est de la garder pour l'instant pour toi, que ça Oui, soit oui. pas diffusé, parce que sinon, après, là, ça perd un peu l'intérêt. Puis l'idée, c'est de les faire vivre aussi, ces formations. Donc là, ça va être plutôt par groupe, mais c'est vrai que là, pour toi, effectivement, faudrait que tu puisses la voir pour la regarder tranquillement et à tête reposée, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est de faire la première pièce. Et après, moi, j'avais une autre question, parce que tu parlais de faire des porte-clés. Ça m'intéresse. Ok? Sauf que moi, les porte-clés, vu qu'il faut les découper d'une certaine épaisseur, je voulais déjà les acheter prédécoupés et juste gravés, en fait. Hum, Donc, je fais quoi? Je les place tous comme les espèces de cure-dents que tu as dit. hum, Et il va détecter où sont placés les porte-clés, même s'ils ne sont pas forcément alignés bien droit et tout ça. ouais. Et je crée un seul fichier qui duplique sur tous les porte-clés, ou il faut que je crée plusieurs fichiers sur le calque? Mais est-ce que tu as intérêt à acheter les porte-clés, les gens? Est-ce que tu n'as pas intérêt de les faire toi-même, de faire la découpe toi-même? Alors du coup, il faut que je regarde combien coûte l'épaisseur de bois dont j'ai besoin, Hum, comment on fait les arrondis, et après le trou pour acheter le truc en métal à mettre L'anneau? dedans. Ouais. Voilà, c'est de se dire, voilà, c'est là, il faut les Mais monter, mais les arrondis vont se faire tout seuls. Comme là, le cœur, par exemple, tu vois qu'il y a à l'écran, ouais, les lobes du cœur vont être faits. Les arrondis, il n'y a pas de souci. Le perçage va pouvoir être fait à l'endroit où tu vas le positionner pour pouvoir mettre l'anneau métallique, hein, ou la chaînette, ouais, ou ce que tu veux. Donc ça peut être plus intéressant parce que c'est vrai que tu vas te donner de la contrainte. Déjà, tu vas avoir un coût matière qui va être plus élevé, hein. Faut pas se oui, leurrer, hein. ouais, Tu vas acheter des porte-clés, tu vas les acheter plus cher que si tu les coupais toi-même. Donc, de toute façon, tu vas augmenter ton coût et tu vas te rajouter la contrainte de l'emplacement. Donc, même s'il y a des choses qui sont formidables là en termes de photos pour récupérer le fond, puis faire le traitement le remplissage par l'eau, c'est super intéressant, mais tu vas forcément y perdre un peu en termes de timing ou de temps en temps en termes de matière, quoi, si jamais tu as un petit décalage. hum, Moi, personnellement, j'aurais pris, tu fais le contour, tu dis, bon, voilà, ça c'est l'objet, en fait, c'est mon vecteur, en fait, mon image à graver sur le porte-clés. Et puis, une fois que tu l'as fait là, que tu l'as bien positionné, avec pourquoi pas justement tu vois, ton empreinte, que tu vas pas, elle, tu la mets pas en sortie, en fait. Elle, on lui dit, non, je veux pas de sortie. Donc, elle sera pas gravée, c'est juste pour te positionner. Hop, et on peut même la verrouiller pour plus la toucher. Et une fois que tu as fait ça, tu dis, bon, bah, ça c'est parfait. Maintenant, hop, on sectionne ces deux trucs-là. Et tu vas me faire une grille. Et j'en veux 30 en largeur et puis 10. Alors, ouais, plus tu en mets, plus ça va lui tirer un peu sur la bouche. Mais bon, c'est bon.
Ouais, moi, je fais 10 par 5, par exemple, pourquoi pas. Mais, hop, tu vois, et là, tes porte-clés, ils sont déjà tous faits, quoi, en fait. D'accord. C'est quand même plus simple, quoi. Et encore, j'ai pas mis le petit rond, tu vois, on aurait pu mettre le petit Oui, cercle, ok. ainsi de suite. Tu le finalises bien, tu en fais un propre. Une fois qu'il est bien fait, tu le positionnes en haut à gauche et tu dis, bah maintenant, tu m'en fais. Et t'en mets 20, par exemple, tu dis, bah non, 20, ça déborde, bah, je peux en faire 18, non, c'est un peu trop, 17. Bah voilà, bah, t'en fais 17 par 6. Et puis, bah, en une D'accord. planche, t'as fait tous tes porte-clés, quoi. Ok, d'accord. Pour ça, il faut que je regarde après. Et pour moi, après, ça c'est plus sur le traitement, mais tu as un autre intérêt aussi, c'est que quand tu vas acheter des porte-clés, tes porte-clés, ils vont déjà avoir un traitement, tu vois. C'est rare que ce soit des porte-clés 100% bruts. C'est-à-dire que tu as un bain, tu as du vernis, tu as de la résine, tu as des choses qui ont été appliquées dessus, donc tu vas graver ça. Est-ce Ouais. que c'est pas mieux d'aller faire ta gravure propre, enfin ta découpe et ta gravure propre, et une fois que tu as fait ta gravure vraiment propre avec le bon rendu que tu veux, bah, tu passes simplement juste un coup d'aérosol proprement. Toi, tu mets que la quantité que tu as besoin par rapport à ton produit, mais par-dessus ta gravure, en fait. Ouais, Et, d'accord. tu, Ok. tu donnes un rendu qui est quand même différent de choses que tu achètes dans le commerce. Donc, pour moi, il n'y a quasiment aucun intérêt, quoi. À part si vraiment tu tombes sur un truc où c'est compliqué à faire, où tu as un super coup parce que tu as du gros volume et puis bah, tu as des industriels qui vont te les faire pour moins cher que toi, pourquoi pas? Mais c'est là où tu vas être à la limite de ton prix de revient par rapport, enfin, ta rentabilité et la performance par rapport au produit, quoi. Ok. Donc, je pense qu'il D'accord. y a plutôt intérêt à les faire soi-même. Maintenant, c'est un peu c'est l'esprit du graveur, hein, de toute façon. Mais ouais, je pense qu'il vaut mieux que tu les fasses toi-même. Mais ça s'étudie, hein, tu peux étudier les deux. Ok. Ouais, non, en Ah, fait, on a vu. c'est juste à, Ouais, parce que c'est bon. c'est Vas-y. juste à comment pratiquer, en fait. Ouais. Et on pourra en refaire, mais je l'avais fait sur des formations, alors plus des formations après très ciblées, où là, on était plus dans le cadre justement du graveur, mais on allait un peu plus loin, quoi, sur des compléments en fait de formation. Et ta possibilité, par exemple, de prendre une pièce, je vais prendre quoi? Admettons, tu as une noix comme ça qui est en 2D, qui est un dessin plat, et tu dis, bah, ça, j'aimerais bien graver directement à l'intérieur de ça. Mais là, j'ai besoin de récupérer le contour en fait de ça, qui est pas, voilà, c'est pas cylindrique, c'est pas une sphère, c'est pas un carré, tout ça. Et ben, tu as la possibilité en fait de prendre une photo simplement de ton objet, tu l'intègres directement en tant qu'image dans XCS, et dans XCS, en fait, tu vas lui dire maintenant, bah, tu me fais un traçage du contour. Et tu vas voir ton contour en fait qui va être dessiné. Et finalement, ton porte-clés qui a une forme un peu bizarre parce que tu as un ballon de rugby avec une fleur ou j'en sais rien, enfin n'importe quoi, en contour, bah, tu récupères ça en photo, tu le mets dedans et tu fais tracer. Et là, ton contour, il est fait. Donc, tu as déjà ton gabarit en fait. Ton gabarit de Ok. découpe, il est déjà fait, donc tu le prends et après tu le dupliques avec ton image à l'intérieur. Ok. Ok. Bah, il n'y a plus qu'à. Bah oui, ça marche. Bon, bah, c'était clair pour vous autrement, même si bon, c'est dense, hein, je suis d'accord, peut-être qu'en 2 fois ça peut être intéressant, mais après, il faut arriver à tout placer au niveau timing. Mais Mm. bon, Non, mais c'est voilà. pas grave, c'est On a fait au enregistré, mieux. il y a beaucoup d'informations, donc c'est parfait, moi je trouve. Vraiment, honnêtement. On t'entend un peu, Gilbert. Ouais, Non, je disais, il y a beaucoup d'informations, c'est dense, mais c'est enregistré, donc c'est pas grave. Il y a la possibilité, tu vois, de le revoir, et c'est très bien comme ça, quoi. ouais, pas de souci. Ok. Très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à monter la petite vidéo là pour récupérer les deux, faire l'incrustation Ouais. et puis on est bon. Et bah, Alison, du contre, on te fait parvenir la source. En Ok, ça off, marche. Allez, en off, j'arrête Ok. rassure-toi. l'enregistrement.